Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix. C'est votre talk 100% F1, on le rappelle, sur Twitch, sur YouTube le lendemain, dans toutes les applis de podcast et sur Next Gen Auto surtout, en direct bien sûr. J'espère que vous allez bien puisque maintenant voilà, 329 jours, ça faisait 329 jours que la France attendait une victoire en Grand Prix, quoi. Bah oui, c'est moins impressionnant qu'avant, c'est sûr. Mais donc Esteban Ocon qui remporte ce Grand Prix de Hongrie, victoire également donc pour Alpine, motorisé par Renault, hein. Ça fait quand même un bail depuis 1983 qu'on n'avait plus un pilote français sur une voiture française avec un moteur français qui remporte un Grand Prix. Et on va évidemment en parler pendant, allez, au moins 1h30. On va vous dire ça comme ça. On verra combien de temps tout cela va durer avec bien sûr l'ami Manu. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Salut à toi et salut à tous. Effectivement, il y aura beaucoup à dire sur une course qu'on espérait sympathique et qui s'est avérée être complètement folle et probablement une des meilleures de l'année. Donc, et puis, vu le résultat, il y a effectivement beaucoup à dire sur le déroulement de la course. Oui, effectivement. Alors, j'ai failli quand même commencer l'émission tout seul, un petit peu comme Lewis Hamilton sur la grille, mais finalement, on s'est dit, voilà, on allait quand même faire venir tout le monde directement. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'avait plus vu, l'ami Franck, qui, on rappelle, hein, c'est Monsieur Next Gen Auto. C'est pour ça que j'ai mis le Twitter de Next Gen, hein, c'est clairement lui qui gère le tout. Comment ça va, Franck ? Salut à tous, bah écoute, ça va très bien. Écoute, un super Grand Prix encore une fois pour partir en vacances estivales, donc un gros débrief ce soir à faire. Et puis moi, je vous avoue que j'aborde ce Grand Prix Talk de manière rassurée parce que je sais que Valtteri Bottas aura au moins une reconversion possible en tant que joueur de billard. Ah bah là, billard, bowling, il s'est bien placé, hein. C'est dommage, il n'y en a aucune qui sont des disciplines olympiques, mais en tout cas, il se prépare. L'ami Valtteri Bottas, on en parlera bien sûr, hein, de cet accrochage du premier tour. On parlera de la victoire, donc bien sûr, d'Esteban Ocon, de la disqualification de Sébastien Vettel, c'était aussi l'un des points chauds, bien sûr, de ce Grand Prix. La remontée de Lewis Hamilton qui termine finalement deuxième, du coup, bien sûr, de cette course. Mais donc, eh bien, messieurs, hein, quand même, honneur à Esteban Ocon, honneur au 112e vainqueur de Grand Prix, le 14e français, si je ne dis pas de bêtises, a remporté donc un Grand Prix de Formule 1. Cette victoire également pour Alpine. Bon, bah évidemment, une victoire que personne n'avait vu venir. Je dois vous dire que si quelqu'un avait parié sur la victoire d'Esteban Ocon, je pense qu'aujourd'hui, il est assez fortuné, il doit être assez heureux de tout cela. Mais il faut dire quand même qu'Esteban, certes, il a évidemment été très chanceux, ou en tout cas en réussite en tout début de course avec les incidents, mais Franck, il a quand même tenu un quadruple champion du monde derrière lui pendant 65 tours. C'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, belle victoire d'Esteban Ocon, d'Alpine. Franchement, ils ont été parfaits hier. C'est d'ailleurs ce qui a été souligné autant par les patrons que par Alain Prost aussi, consultant, toujours directeur non exécutif. Je crois qu'il est toujours directeur non exécutif de l'équipe. Ils ont tout fait à la perfection, aussi bien voilà, le bon choix au départ de rentrer, de chausser les slicks comme tout le monde sauf Lewis Hamilton, donc on en parlera aussi. Les arrêts au stand aussi parfaits. Ils ont réagi à l'undercut de Sébastien Vettel. Alors on en parlera aussi, mais Sébastien Vettel a peut-être perdu la victoire avec une petite erreur au moment de rentrer dans les stands. Donc c'est peut-être ça qui lui a coûté effectivement de pouvoir ressortir devant Esteban Ocon aussi à ce moment-là du Grand Prix. Non mais franchement très impressionnant la maîtrise opérationnelle à Enstone. Ça faisait quand même ça faisait 8 ans qu'ils n'avaient pas gagné, donc c'était avec Lotus et Kimi Räikkönen à l'époque, en 2013. Donc ils ont retrouvé un petit peu leur mojo, on va dire, et c'est de bon augure pour la suite parce que voilà, une victoire française, un châssis français, un moteur français. Ça faisait depuis Prost en 83 que c'était pas arrivé, parce que Prost roulait sur une Williams Renault en 93 et Williams c'est donc un châssis anglais pour ceux qui se rappelait pas de tout ça. Effectivement, il avait gagné avec la Renault, hein, en 83. Alain Prost, c'était en Autriche d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Océana dans le chat qui nous dit il a fait comme Pierre Gasly à Monza, ils ont su profiter des circonstances et ont tenu. Ah, mais sans diminuer évidemment la portée de l'exploit de Pierre Gasly l'an dernier, là il fallait tenir vraiment toute la course, hein, du coup pour Esteban Ocon, Manu, et voilà, c'est aussi plaisant après les courses difficiles qu'il a eues, notamment en Autriche. Ouais, complètement, c'est vrai qu'il a redressé la barre. Déjà, on avait vu à Silverstone que ça allait mieux. Ils avaient fait le changement sur la voiture, ils ont changé son châssis. Laurent Rossi a confirmé hier après la course effectivement que c'était pas un problème venant de Ocon lui-même et que c'était bien un problème venant de sa voiture. Et puis là, il fait en fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi une belle qualif. Il se qualifie 8e devant Alonso. Il en profite au départ parce qu'il garde sa trajectoire intérieure qui fait qu'il ressort 2e du premier virage. Et en fait, à partir de là, il a eu la chance qu'Hamilton doit s'arrêter plus tard que lui, mais c'est tout. La chance, elle s'arrête au 5e tour. Et du 5e au 70e, il a fait ce qu'il fallait. Il a vraiment maîtrisé la course de bout en bout. Il n'a pas fait une seule erreur, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, parce que finalement, on voit que des pilotes ont réussi à faire des erreurs. On voit notamment Alonso qui a fini par craquer derrière avec la pression d'Hamilton, en faisant une petite erreur, mais qui lui a coûté sa place.
Et beaucoup de pilotes ont fini par craquer, et lui n'a pas craqué une seule fois, alors qu'il a passé 65 tours avec une Aston Martin collée à moins d'1 seconde et demie. Donc c'était hyper impressionnant. Et puis effectivement, Alpine a tout parfaitement géré. Et là où c'est très fort, c'est que c'est le genre d'équipe qui n'est pas habituée, au moins récemment, à gérer ce genre de course, et que personne n'a craqué, pas les mécanos, pas Ocon, pas la stratégie. Ils ont décidé de faire une stratégie et retarder vraiment l'arrêt pour avoir un dernier relais avec des pneus plus en forme, et ça paraissait être risqué parce que derrière, tout le monde revenait très fort. Et finalement, au bout de 15 tours, ils ont réussi à peu près à équilibrer leur rythme avec celui des pilotes qui avaient déjà passé les pneus durs, et à aller au bout comme ça. Donc c'est vrai qu'il fallait oser, il fallait prendre la bonne stratégie, ils ont tout fait bien. Donc un grand bravo à eux, parce que c'était une course qui n'était pas gagnée au 5e tour, quoi. Ils ont bien utilisé Fernando Alonso aussi pour ça. Et bah oui. Aussi. Sans lui, Ocon ne gagnait pas. C'est Xoan qui dit aussi sur le podium pour reprendre Alpine, j'aurais mis Fernando Alonso, parce que c'est vrai que même là, je peux le dire sans la casquette de la mauvaise foi, mais bon, évidemment, c'est sans doute grâce à lui qu'Esteban Ocon a quand même pu remporter ce Grand Prix, parce que Lewis Hamilton il fit 2 secondes 7 derrière, donc autant vous dire que les 2 secondes 7 ont largement été perdus derrière Fernando Alonso, et c'est quand même assez surprenant finalement de se dire qu'aujourd'hui, voilà, Fernando Alonso a joué un jeu d'équipe, il a aidé son équipier, il a aidé son équipe, il s'est mis au service du collectif. Ce qui n'est pas évidemment quelque chose dont il nous avait habitués, mais il faut dire qu'il semble avoir un petit peu changé, Fernando Alonso, et ça s'est vu aussi, je trouve, hier, dans les réactions de tout le monde, dans toute la magie, vraiment. Voilà, il sent que peut-être qu'il est plus forcément là dans l'optique de gagner son 3e titre, même si je me demande vraiment s'il y croit encore, même s'il faut bien qu'il y croit, sinon il ne serait pas forcément revenu. Plus forcément dans cette optique, mais peut-être de se dire, bah voilà, un petit peu entraîner, entre guillemets, Esteban Ocon pour porter ensuite l'équipe dans les années qui viennent. Oui, je pense qu'effectivement. Vas-y, Franck. Non, je disais, effectivement, Fernando Alonso, il voit surtout une équipe qui fonctionne maintenant très bien. Pour lui, c'est effectivement ce qui est important pour la suite, pour la F1 2022. Donc, si les ingénieurs ne se ratent pas à Enstone, il y a vraiment un coup à jouer à partir de l'année prochaine. Ils seront peut-être pas tout de suite devant Red Bull, Mercedes ou Ferrari, mais ils seront certainement plus proches qu'ils n'ont été cette année. Donc voilà, je pense qu'Alonso, il pense toujours un petit peu moyen terme, long terme. Donc s'il voit effectivement que l'équipe arrive à gérer ce genre de choses, ça doit aussi le rassurer. Donc je pense qu'il le prend un petit peu sur lui. Effectivement, c'est pas lui qui a gagné, mais c'est pas non plus lui qui a pu profiter du départ comme Esteban Ocon. Voilà, mais je pense qu'il est vraiment heureux. Je pense qu'il est sincère dans sa réaction. C'est quelque chose qui est vraiment à mettre à son crédit pour le coup. Et une autre chose à mettre au crédit cette fois-ci d'Esteban Ocon, comme l'évoquait Manu, c'est qu'effectivement depuis Silverstone, il refonctionne de nouveau très bien. Et en fait, il a gagné toute sa crédibilité en dénonçant vraiment un souci avec sa voiture, et qui est un souci qui a été avéré en fait. Donc en termes de perception, de ressenti, de remontée d'informations vers les ingénieurs, c'est aussi des points marqués de son côté équipe. Donc voilà, je pense qu'on a un duo maintenant qui va être finalement très équilibré, la jeunesse d'un côté, l'expérience de l'autre. Au final, ça fait des performances qui sont très proches. L'expérience d'Alonso a aidé Ocon hier. Voilà, donc moi je pense que c'est une belle équipe pour l'avenir si effectivement la F1 de 2022 elle tient la route, le concept tient la route. Il y aura des bonnes surprises à avoir du côté d'Alpine. Donc je suis ravi de cette victoire française. Alors je trouve elle a une petite répercussion un peu moins forte que celle de Pierre Gasly l'année dernière. Alors certes à cause de la durée à laquelle on a dû attendre pour avoir cette victoire française, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'événements derrière. Donc il y a eu beaucoup de choses à discuter derrière Esteban Ocon et Alpine, alors qu'à Monza l'année dernière, Pierre Gasly, il n'y avait pas eu autant d'événements, de choses, de crash, de polémiques, ce qui fait que c'est un petit peu terni, en tout cas dans le suivi médiatique que nous on a pu en faire hier soir avec Manu quand on a traité un peu les déclarations. Voilà, on a eu effectivement les réactions d'Esteban Ocon et d'Alpine assez rapidement, et ensuite ça s'est très vite focalisé sur les polémiques derrière. Donc voilà, j'espère qu'avec l'été, avec les semaines qui vont passer, on va reprendre un peu plus conscience de ce qu'ont réussi Alpine et Ocon hier. Oui, non, clairement, c'est quand même un exploit assez impressionnant. So Bright and Delicate qui nous dit dans le chat, attention à l'arbre qui cache la forêt, la réalité c'est que l'Alpine n'est que très moyenne. Peut-être, mais elle a gagné un Grand Prix, qu'on le veuille ou non, fait partie de ce genre de choses. On est là pour vous parler du Grand Prix d'hier et vous dire qu'Esteban Ocon a gagné et qu'il a quand même réussi à gérer toute cette pression, parce que c'est vrai que ça a continué, Manu, cette tendance qu'on a pu observer, c'est-à-dire que l'Alpine est meilleure en qualif que l'Aston Martin, mais en course c'est l'inverse, parce que vraiment Vettel était largement plus rapide qu'Ocon hier. Oui, Vettel semblait... Moi, j'ai pensé que ça irait pas au bout pendant très longtemps, parce que Vettel avait donnait une impression de facilité derrière qui était impressionnante. Ocon était très chirurgical, et on voyait Vettel qui, en fait,
reprenait 3 dixièmes, relâchait 3 dixièmes, mais sans jamais forcer. Après, je pense aussi que c'est l'expérience. Vettel, il est habitué à rouler en tête. Il a fait pendant des années, et puis il est quadruple champion du monde, donc c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que du coup, ça a donné cette impression-là que l'Alpine était quand même un ton en dessous de la Aston Martin en course. Mais par contre, l'Alpine, bien qu'elle soit moyenne et bien que l'équipe ait arrêté de la développer, on voit que c'est une voiture qui est quand même capable, grâce au fait que le peloton est hyper serré, de tirer son épingle du jeu des circuits qui lui conviennent. Parce que concrètement, même s'il n'y avait pas eu le chaos devant, ils partaient 8 et 9e, ils étaient quand même partis pour marquer les gros points. Donc vu en plus ce rythme qu'ils avaient en course, ils auraient fait des points dans tous les cas. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Alpine. Et je pense qu'on parlait du duo Alonso-Ocon qui fonctionne très bien. Je crois aussi que Luca De Meo, quand il a recruté Alonso, il l'a prévenu que lui était là pour un retour, pour se faire plaisir et pour donner un élan de champion du monde à l'équipe, mais que le futur de l'équipe, c'est pas lui, c'est Ocon. Ils ont signé Ocon pour 3 ans de plus. Il est là jusqu'à fin 2024. C'est un énorme contrat. Et là, il montre en plus, comme tu dis, Franck, qu'il a la crédibilité technique pour gérer, pour aider au développement de l'équipe et pour savoir quand la voiture va, quand la voiture va pas. Il ne faut pas oublier que son retour d'info, il est énorme. Parce que c'est quand même un pilote qui a passé 1 an à faire les essais pour Mercedes dans l'ombre de Hamilton et de Bottas. Donc c'est un pilote qui sait ce que c'est qu'une voiture qui fonctionne et une voiture qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tous ces éléments-là se mettent en place. Le management de Laurent Rossi semble moins sous pression par Renault que celui de Cyril Abiteboul, qui était constamment obligé de les rassurer en disant « vous inquiétez pas, les résultats arrivent ». Là, chez Alpine, on ne met pas la pression. On dit « voilà, c'est un nouveau projet, le projet a repris une autre dimension. On va peut-être mettre du temps à gagner, mais on y arrivera. » Et du coup, toute la dynamique change et on voit que l'équipe fonctionne mieux. Donc, la victoire d'hier, c'est pas seulement un coup de chance, c'est aussi l'aboutissement de tout ça qui fait qu'ils ont pu profiter d'une situation et qu'ils ne se sont pas mélangés les pinceaux au moment où ils auraient pu. Donc, franchement, la voiture n'est pas au mieux. Ça reste la 6e, peut-être 7e voiture des fois du plateau, mais tout est fait pour qu'ils tirent le maximum en attendant l'an prochain où ça devrait normalement aller mieux parce que c'est partie des équipes qui ont commencé le plus tôt à changer de programme. C'est vraiment en course, en fait, les soucis un petit peu de l'Alpine, même si il faut dire qu'hier, Alonso était plus rapide que Sainz aussi, hein, notamment dans la deuxième partie de course, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une petite limitation dans son rythme de course. On peut aussi dire que la 3e place de Nicolas Latifi pendant tout le début de course a un petit peu aidé, hein, bien évidemment, à créer un grand train derrière. Rassurez-vous, on n'est pas là pour diminuer la portée de l'exploit et la qualité de la victoire d'Esteban Ocon, simplement pour vous donner toutes les clés et tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix et dans cette épreuve. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'arrêt au stand s'est extrêmement bien passé. Ils ont très bien fait ce qu'il fallait, alors que chez Aston, on fait une petite erreur aussi pendant le pit stop en lui-même. Vettel fait peut-être une petite erreur aussi en rentrant. Donc tout ça, ça fait que au final, Sébastien Vettel ne peut pas prendre la tête, alors que c'est certainement ce qu'il aurait dû faire avec ce undercut d'un tour qui était la différence. On l'a vu sur pas mal d'autres pilotes dans le plateau. Vraiment, on pouvait en un seul tour reprendre l'avantage comme ça. Mais vraiment, Esteban Ocon, je pense, messieurs, qu'on peut dire que c'est la première de beaucoup. En tout cas, on peut le souhaiter, on l'espère, bien sûr, et ce serait très positif pour le pilote normand qui, quand même, revient de loin et qui a quand même perdu son volant. On rappelle quand c'était encore chez Force India, quand l'équipe a été rachetée, qui a dû se battre pour revenir ensuite en Formule 1 et qui maintenant a réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Vous parliez du retour technique, et ça, franchement, je trouve que c'était très intéressant. Et ça m'a rappelé un petit peu, en fait, Romain Grosjean en 2013, où lui aussi fait un très mauvais début de saison. En tout cas, il a une très mauvaise passe. Il dit, écoutez, changez-moi le châssis. Tout le monde le prend un peu pour un fou en disant oui, mais voilà, il fait ça parce qu'il est désespéré, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus mettre un pied devant l'autre. Et finalement, il manque de gagner 2 Grands Prix en fin d'année au Nürburgring et au Japon. Et il fait de super perfs. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de très positif pour Esteban Ocon. Là, je pense qu'on a vraiment un pilote en devenir. Alors j'espère que il y aura le déclic maintenant. Voilà, c'est ça, c'est le déclic de la première victoire. Pierre Gasly, par exemple, l'année dernière, quand il a gagné, il a été déjà sur une très bonne lancée, mais on voit que depuis, ça s'arrête pas, quoi. Et il est performant chaque week-end, il est solide. Voilà, j'espère que chez Ocon, ça va être la même chose, qu'il va pouvoir effectivement avancer sur ce déclic-là. Comme disait Prost, maintenant il sait qu'il peut gagner, il sait que quand il va se retrouver dans des situations où c'est un petit peu, qu'il se fasse confiance, qu'il peut effectivement aller chercher des résultats un peu plus hauts que ce qu'il a réalisé jusqu'à présent. Donc c'est très bien pour la France d'avoir un deuxième pilote qui soit à ce niveau-là. Alors beaucoup incluent toujours Charles Leclerc, même s'il est monégasque aussi, donc d'avoir 3 pilotes francophones, on va dire, très bien placés et très performants et qui sont effectivement l'avenir de la F1. Donc voilà, en espérant qu'ils aient un bon destin avec de meilleures monoplaces encore à partir de l'année prochaine. C'est plus nécessaire justement de s'attribuer les victoires de Charles Leclerc maintenant. C'est ça qui est chouette, c'est que maintenant, en 2019 on le faisait, maintenant on peut prendre nos victoires à nous. Voilà, 2 victoires depuis 2020, c'est très positif aussi, Manu. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien de voir que la génération de pilotes français
ça fait quand même quelques années maintenant, 4-5 ans, qu'on nous dit voilà, il y a Ocon et Gasly qui arrivent et eux, c'est la vraie relève. Après une génération qui malheureusement n'avait pas connu les succès qu'on espérait avec Vergne, avec Grosjean, avec malheureusement Jules Bianchi qui était décédé. Et c'est vrai que la France semblait avoir du mal à avoir les pilotes qu'elle méritait. Et là, on a vraiment du coup des pilotes qui ont gravi les échelons et qui aujourd'hui sont vraiment au meilleur niveau. Et je pense que Ocon, effectivement, ça va sûrement faire le déclic. C'est Stéphane Guérin qui le disait sur F1 TV hier aussi, qui disait, parce que lui, il a travaillé une année complète avec Ocon à l'époque où il était en GP3, et il disait, ça va sûrement lui donner la confiance qu'il n'avait peut-être pas encore sur ses capacités à justement être à n'importe quel niveau et à le faire. Il avait déjà réussi à se rassurer l'an dernier en faisant le podium à Sakir, et là, il voit que, en fait, quelle que soit l'occasion qui se présente, il est au niveau et il ne fait pas d'erreur. Je faisais un peu le parallèle tout à l'heure, j'y pensais avec Hülkenberg qui a toujours eu un craquage nerveux au moment de faire un podium. Ça lui est arrivé au moins 4 fois dans sa carrière et on voit que Ocon a eu 2 occasions de faire un podium en F1 et il a saisi les 2. Il n'était jamais très loin, il avait fait 3 mémoires chez Force India en 2017, il y avait eu Canada et Belgique où il a été très proche aussi, et pareil, il n'avait pas fait d'erreur. Donc je pense que là il va avoir le degré de confiance nécessaire. Et puis, ça met complètement derrière lui les problèmes de l'Autriche et de la France. Donc, il va pouvoir aborder la deuxième partie de saison en se disant qu'il peut aller en pleine confiance avec sa voiture et au meilleur niveau. Donc, je pense que ça va faire que aller mieux, un peu comme Gasly l'an dernier, que aller de mieux en mieux. On lui souhaite évidemment, et c'est vrai que très positif de s'imposer avant la trêve estivale, de pouvoir emmener tout cet élan très positif évidemment. Après, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure Manu, Alpine ne va plus vraiment développer la voiture, on est évidemment passé sur 2022, mais ça ne va pas empêcher de pouvoir toujours chercher à optimiser maintenant la performance de cette monoplace, qui peut aussi quand même tirer peut-être son épingle du jeu sur des circuits comme Spa, Monza, des circuits à faible appui. On sait que la Renault était très bonne sur ce genre de piste. Ces dernières années également, donc les voyants sont au vert évidemment pour Esteban Ocon qui a donc remporté ce premier Grand Prix, cette première victoire, et ça fait quand même extrêmement plaisir bien sûr. De l'autre côté, ça fait beaucoup moins plaisir pour Sébastien Vettel, bien évidemment, qui déjà, le pauvre, a déjà passé tout le Grand Prix derrière Esteban Ocon à ne pas savoir faire grand chose, et il s'en lamentait bien sûr à l'arrivée, et on le comprend, et donc il a été disqualifié. Tout simplement, Sébastien Vettel qui perd donc cette deuxième place, important aussi dans la lutte pour le classement des constructeurs, puisque Aston Martin ne marque aucun point et que les Alpines terminent première et quatrième. Autant vous dire que là, ça change évidemment la face du championnat constructeur dans cette bagarre pour la 5e position. Le règlement est très clair, la FIA doit être en capacité d'extraire 1 litre de la voiture afin de simplement pouvoir faire des analyses pour être sûr que vous ne rouliez pas avec une essence illégale. On a réussi à, je crois, sortir 33 centilitres à peu près de la voiture de Sébastien Vettel. Une canette. Chez Aston Martin, on dit voilà, il y avait 1 litre 44, tout ça. Peut-être, mais en attendant, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc, effectivement, il y a Aston Martin, comme dit Osana, qui fait appel. Un appel qui, de toute façon, n'ira pas bien loin, puisqu'à un moment donné, à moins que la voiture ait été ramenée directement à l'usine, qu'on puisse démonter le truc, ça ne pourra rien faire. La FIA n'a pas réussi à procéder à ce qu'il fallait. Oui, Manu. Non, justement, en fait, c'est que là où l'appel n'a même pas de chance d'aboutir, c'est que il aurait fallu que la FIA puisse récupérer l'échantillonnage hier, c'est-à-dire l'échantillon hier. C'est-à-dire que l'article 6.6 du règlement qui dit que les compétiteurs doivent offrir un moyen de retirer tout le carburant de la voiture, il précise à la fin, sur un autre point de règlement, que ça doit être fait sans retrait de la carrosserie et sans démarrage du moteur. Donc en fait, si la pompe n'a pas fonctionné et que la pompe alternative, parce qu'à priori, ils ont une pompe externe qui peut aussi retirer le carburant, n'a pas fonctionné, l'étape suivante, c'est d'enlever le réservoir pour le vider. Sauf que ça, en fait, si à partir du moment où la FIA est obligée d'attendre que l'équipe ait enlevé le réservoir, ça soupçonne qu'ils ont fait autre chose et du coup, y a pas de, ça invalide la procédure. Donc, dans tous les cas, à partir de là, il n'y a aucune chance que l'appel aboutisse. Je pense qu'ils ont fait une demande d'appel pour formaliser le truc, mais réglementairement parlant, il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Oui, il y a peu de chance, effectivement, même si la FIA a accepté de laisser la voiture sous scellé pour l'instant. Donc, logiquement, ils ont dû travailler dessus aujourd'hui en Hongrie, donc on ne sait pas trop pourquoi, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, Otmar Szafnauer dit que c'est une ancienne règle. Voilà, c'est 1 litre de carburant et que maintenant la FIA pourrait s'en passer vu les demi-mètres installés et que tout est connu au millilitre près en termes de consommation. Donc évidemment, il prend la défense de ses mécanos, de ses ingénieurs et de tous ceux qui ont calculé la consommation de carburant avant le départ. Maintenant, voilà, la règle est la règle, la loi est la loi en F1 et il n'y a pas de pour moi, même s'il y a un dépôt d'appel formel qui doit être fait dans les 4 jours, je crois, c'est 96 heures au maximum. Je doute que Aston Martin le fasse. Voilà, je pense que c'est un petit peu pour
effectivement sauver la face sur le coup, mais ils verront bien qu'il n'y a aucune chance que ça aille plus loin. J'imagine que ça a énervé pas mal de monde, à commencer par Laurent Stroll, le propriétaire de l'équipe. Ça a certainement aussi énervé un petit peu Sébastien Vettel. Mais moi, je voudrais quand même voir le côté positif de la chose pour Sébastien, surtout parce que il a montré de nouveau une belle facette de lui. Je pense que ça y est, on revoit le Sébastien Vettel qu'on voulait voir depuis son départ de chez Ferrari. Donc je voulais surtout rebondir là-dessus, moi, parce que qu'il finisse deuxième ou pas, il avait déjà fini deuxième de toute façon il y a quelques grands prix. Ça va être dur. Donc voilà, ça aurait été beaucoup plus dramatique entre guillemets si il avait fini la course en tête et qu'il avait été disqualifié après. Là, ça aurait été, là pour le coup, ça aurait été vraiment très très dommage. Bon, une deuxième place c'est toujours très important en Formule 1, les points aussi. Mais voilà, moi je veux surtout retenir que la prestation de Sébastien Vettel, hyper solide, hyper propre. Peut-être petite erreur à l'entrée au stand, effectivement, qui lui coûte peut-être de passer devant Ocon après son arrêt. Et voilà, on revoit en fait un Sébastien Vettel qui se fait plaisir, qui arrive, qui commence un petit peu à retrouver le sourire, qui s'investit dans d'autres choses. Je sais pas si on en parlera aussi plus tard, mais voilà, pour moi, il est revenu effectivement comme on l'attendait. Voilà, donc ça a mis un petit peu de temps. Maintenant, il faut espérer par exemple que pour Daniel Ricciardo, ce soit la même chose. Mais voilà, pour moi, c'est le côté positif de cette course. Qu'il soit classé deuxième ou pas au final, c'est ce que je veux retenir avant l'été pour lui aussi. C'est quelque chose de bien, il se rassure. Et je pense que pour Aston Martin aussi, c'est aussi une réassurance aussi, parce que voilà, il lâche quand même quelques dizaines de millions sur 2 ou 3 ans. Donc je crois que c'est entre 10 et 15 millions par an, grosso modo, son contrat. Donc voilà, on voulait pas un pilote pour faire jeu égal avec Lance Stroll. On voulait un pilote qui mène l'équipe, qui drive aussi Lance Stroll à côté pour qu'il apprenne. Et voilà, pour moi, c'est quand même le point positif pour Aston Martin. Voilà, maintenant, erreur de débutant du côté des ingénieurs si la consommation a été mal calculée, ça c'est au patron de régler ça en interne. Mais ça, pour moi, en fait, c'est tout bête, mais ils ont simplement parié peut-être sur une course humide. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on l'a dit à Lance Stroll avant le départ qu'il y aurait 25 minutes de pluie. Bon, les 25 minutes de pluie sont passées sous drapeau rouge. Donc forcément, du coup, la course a été faite à un rythme beaucoup plus rapide. Derrière, et forcément, il y a eu plus d'essence consommée. Alors bien sûr, là, encore une fois, on est dans cet endroit un peu, dans cette zone un peu grise qui est de dire, ah, vous savez, c'est une erreur que tout le monde aurait pu faire. Oui, le problème, c'est qu'Aston sont les seuls à avoir fait cette erreur, donc c'est un peu toujours le même souci. On en parlera aussi tout à l'heure pour l'accident. En fait, le truc, c'est que Williams a aussi eu les mêmes problèmes. Ils sont arrivés avec vraiment quasiment plus d'essence dans la voiture, mais eux, par contre, ont avoué qu'en fait, ils avaient parié sur une course un peu plus humide et ils avaient parié sur le fait qu'ils se prendraient un tour. Donc, ils avaient prévu de faire 69 tours, voire moins, au lieu de 70, et du coup, ils sont arrivés vraiment à la limite. Il y a l'ingénieur de Latifi qui lui a hurlé stop the car après la ligne d'arrivée, mais au final, c'est passé pour eux. Et après, bon, Aston, a priori, c'est pas qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y a eu quand même un problème sur la pompe, enfin sur la récupération. Donc, je pense que c'est un peu différent. Après, pour rebondir une dernière fois là-dessus, comme tu disais, Franck, l'excuse de Zafnauer qui dit la règle n'est pas bonne, etc. Quand tu en viens à critiquer la règle parce que tu t'es fait choper, c'est généralement que tu n'as pas grand-chose d'autre qu'en argument. Donc, je pense que ça confirme un peu le fait qu'ils n'iront pas bien plus loin au niveau de l'appel. On lui demande pourquoi Vettel ne s'arrête pas sur la ligne, et Bryce Hopper lui répond à Axwans parce que là il aurait été sous enquête pour ne pas avoir ramené la voiture dans le parc fermé. Il n'a pas ramené la voiture dans le parc fermé. Hein. Il s'est arrêté aussi avant la fin de son tour de rentrée, Sébastien Vettel, tout comme Esteban Ocon, tout comme les Williams. Il y avait à peu près 4 voitures dans le parc fermé en fin de course. C'était vraiment assez particulier comme fin de course. Mais voilà, Sébastien Vettel qui est passé dans les petits monticule d'herbe pour aller rejoindre le parc fermé, donc il a bien arrêté la voiture. Il aurait peut-être dû l'arrêter un peu plus tôt. C'est pas la première fois que ce genre de mésaventure lui arrive. Sébastien Vettel, on se rappelle déchets, je crois, au passage. Comment, Franck? Il voulait ramasser quelques déchets au passage. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà, fallait ramasser les déchets, bien préparé. Voilà, c'est important, hein, évidemment, toujours pour pied bonnet, Sébastien Vettel, mais ça lui est arrivé en 2012 à Abu Dhabi, quand il a eu également ce même souci en qualification, et il avait été disqualifié des qualifications. Ça aussi, c'est une chose, parce que beaucoup ont réagi, beaucoup ont hurlé au scandale sur les réseaux sociaux. C'est une règle qui est là depuis très longtemps en Formule 1, et à un moment donné, elle est très claire, cette règle. Alors là, effectivement, s'il y a eu un petit souci sur la pompe. Manu, est-ce qu'on sait si c'est les équipes qui doivent fournir le matériel justement pour aller prendre l'essence pour le... Ouais, c'est ça, hein, c'est pas la FIA qui vient avec le matériel. En fait, les équipes ont une pompe automatisée qui doit aider la FIA à prélever, et ils ont aussi une pompe externe au cas où la pompe automatisée ne fonctionne pas. Donc ils peuvent se servir avec une réglementation très stricte sur la longueur des tuyaux,
le diamètre des tuyaux et ce genre de choses, à la fois pour la pompe normale et à la fois pour la pompe de secours. Et donc, si le matériel en question ne fonctionne pas pour récupérer l'échantillonnage, donc je pense que c'est ce qui s'est passé hier, en fait, parce que ils ont été convoqués après la vérification technique, donc je pense qu'ils n'ont pas réussi à choper avec la pompe automatisée l'échantillon qu'ils voulaient. Il y a eu la convocation chez les commissaires. Apparemment, Joe Bauer et les délégués techniques sont retournés dans le garage Aston Martin pour récupérer l'essence dans la voiture, j'imagine avec la pompe externe, en fait. Et à partir de là, la disqualification est tombée. Donc c'est pour ça que je pense que tout a été tenté, entre guillemets, dans les limites du règlement, quoi. Après, je ne sais pas ce que Aston veut faire par la suite, mais en tout cas, c'est bien le matériel Aston Martin. C'est pas la FIA, elle arrive et elle récupère juste les échantillons. Soren qui me demande si Verstappen respecte le poids minimum de la voiture, lui, avec la moitié du carbone qui manquait sur le côté droit. Écoutez, oui, alors certes, il y a toute la partie des déflecteurs qui a été manquante, mais ça doit faire quoi 2 kilos grand maximum, c'est du carbone. C'est pas lourd. C'est pas cher, c'est pas lourd. Donc, c'est pris en compte par la FIA, ce genre de dégâts en fin de course. Si la voiture est sous le poids, c'est pris en compte. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Et puis de toute façon, c'est quelque chose, les équipes ont un peu plus de mal aussi. J'ai l'impression ces dernières années, on s'en rappelle, à l'époque, évidemment, on avait des voitures, quand il fallait faire 605 kg, elles faisaient 580, et puis on rajoutait du S de partout. C'est quand même, ces dernières années, beaucoup plus difficile pour les équipes d'arriver au poids minimum, et même, voilà, ce sera peut-être un peu plus facile l'an prochain, parce que le poids augmente fortement, mais il augmente toujours en réaction à des augmentations de sécurité, des choses qui viennent s'ajouter sur la voiture, et qui, de toute façon, faut que le poids augmente. Donc, même si vous cassez une bonne partie de la voiture et que vous finissez la course, en général, vous avez quand même ce qu'il faut au niveau réglementaire, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage pour Sébastien Vettel, mais il y a eu ce côté très positif, c'est-à-dire qu'on n'a plus vu chasser une victoire comme ça depuis Singapour 2019, je dirais quasiment, quand il a gagné pour la dernière fois chez Ferrari. Il était là. C'est vrai, comme tu dis, Manu, il y a quand même eu un côté, si on veut pinailler, c'est effectivement ce côté de se dire, bon, bah, il passait 5 tours à 7 dixièmes, puis il était à 1 seconde 4, on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y avait pas une constance, en fait, chez Sébastien Vettel. C'est peut-être ça le côté un peu dommage, parce que sinon, il avait certainement les moyens, mais c'était ce côté constant qui, moi, m'apparaît un peu compliqué pour Vettel. Je pense qu'il a un peu fait une course de vieux briscard. En fait, il est resté derrière en espérant qu'il y aurait une occasion. On l'a vu dès qu'il y avait un retardataire qui se pointait sur le chemin. Il était dans le sillage d'Ocon directement. Il se remettait dans la demi-seconde. Il a essayé de le passer quand ils ont passé Giovinazzi notamment. Et je pense qu'en fait, il n'a pas voulu. Il savait que c'était compliqué de doubler en Hongrie. Il savait que l'avantage de perf en bout de ligne droite n'était pas énorme pour la Aston Martin non plus. Et je pense qu'il n'a pas voulu tout ruiner pour lui et pour Ocon, parce que c'est quand même un pilote qui est hyper respectueux. Et je crois qu'il a essayé d'attendre qu'il y ait une vraie... comme il dit, il n'a pas réussi à trouver le climax, vraiment le bon moment qui aurait fait qu'il aurait eu toutes les conditions possibles pour passer. Et il n'a pas voulu tenter le diable parce qu'il savait qu'il y avait 18 points pour Aston Martin qui se font, même si maintenant ils les ont plus, qui auraient fait en tout cas des positions au championnat et de l'argent à la fin de la saison. Et Vettel est largement un pilote qui pense comme ça, donc ça ne m'étonnerait pas trop qu'il n'ait pas non plus voulu tenter le diable. Je suis en train de peut-être vu faire une tête un peu étonnante. C'était pas du tout en rapport avec tes dires, Manu, mais c'est vrai que je revois l'entrée au stand de Sébastien Vettel. Alors, c'est pas forcément là qu'il perd le Grand Prix parce que l'arrêt est long, mais il fait une petite glisse dans le virage à droite qui est très particulier, ce virage qui est très, très compliqué. Il fait une petite glisse à cet endroit-là, et au moment de freiner pour arriver à la ligne, il manque de perdre l'arrière. Ça aurait pu, pour le même prix, se finir dans le mur, cette affaire. Donc voilà, c'est deux petites erreurs, mais encore une fois, qui ne sont pas dramatiques, et je pense qu'il faut pas le blâmer là-dessus parce que ça reste une pit lane qui était un petit peu humide encore, bien sûr, parce que la piste a certes séché très rapidement, mais la voie des stands est encore très humide, en tout cas légèrement humide dans cet endroit-là, donc c'était pas simple, mais ça prouve aussi que la Formule 1, bien sûr, c'est un sport de détail, et là, sur le même coup, Aston Martin s'est loupé sur 2 détails, et malheureusement, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas gagné. Encore une fois, on peut quand même se rassurer chez eux, ils n'ont pas été disqualifiés après une victoire, ce qui aurait été vraiment dramatique, surtout que c'est arrivé très tard, c'est ça en fait le problème. C'est à la rigueur, si il se fait disqualifier 1 heure après le podium, ou 30 minutes après, c'est terrible, mais voilà. Là, il s'est fait disqualifier à 22h10 quand même, donc autant vous dire qu'il y aura eu le temps de faire toutes les photos, de bien célébrer une victoire qui finalement ne serait pas venue. Et je pense que pour Esteban Ocon, il aurait été très triste aussi de remporter son premier Grand Prix sans être encore au circuit au moment où on lui dit bravo. Bravo, t'as gagné. Pour Carlos Sainz, c'est un deuxième podium qu'il réussit sans monter dessus. Ça fait la moitié de ses podiums en F1 maintenant. Heureusement pour lui, ça n'est pas son premier podium avec Ferrari, mais on rappelle évidemment qu'au Brésil en 2019, c'était déjà comme ça qu'il avait obtenu ce premier podium après une pénalité qui avait été
administré à Lewis Hamilton pour avoir percuté Alexander Albon, et donc maintenant il récupère également un podium, une belle 3e place pour Carlos Sainz. On va en parler rapidement aussi. Piastri Ferrari qui partait très loin après son erreur en Q2, il a profité justement pour dépasser tout le monde au départ et faire une course ma foi très propre et très solide aussi. Ouais, alors il se plaint quand même d'avoir perdu quelques places lors de ces fameux arrêts groupés en tout début de course. Il a perdu 2-3 places et selon lui, ça lui a coûté peut-être effectivement une chance d'aller se battre pour la victoire avec Ocon et Vettel. Donc bon, ça c'est son analyse à lui. Maintenant, c'est une course effectivement très solide, sans erreur, bon, un petit peu passé inaperçu derrière parce qu'on se focalisait sur d'autres choses. Mais non, il a été encore une fois à la hauteur de ce que Ferrari attend de lui, c'est-à-dire un pilote qui prend de l'expérience avec la Scuderia, qui ramène les points quand ils sont là. Alors il s'est un petit peu loupé le samedi en qualif, même bien loupé. Il s'est bien rattrapé aussi grâce à la piste humide au départ, en évitant les pièges et les accidents devant lui. Ça a récupéré d'un coup sa qualif manquée de la veille, mais un peu de réussite du coup pour lui, parce que s'il était parti 15e sur un Grand Prix sur le sec, les points étaient quand même beaucoup plus difficiles à aller chercher, en tout cas les gros points. Le podium, n'en parlons même pas. Non, il a été très solide, il a fait une très bonne course. Rien à dire sur Carlos Sainz qui continue effectivement sur cette bonne lignée depuis le début de la saison. Je pense que Ferrari a bien fait de lui faire confiance pour remplacer Vettel, même si le choix a été hyper critiqué l'année dernière. La manière aussi dont ça a été fait, faut le rappeler. Mais voilà, il est là, il est dans les temps de Leclerc, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'on sait quand même que Leclerc est là depuis 2 ans. Que c'est une valeur sûre pour Ferrari, donc attention, effectivement, attention à Carlos Sainz qui prend de l'ampleur, qui est capable d'aller titiller Leclerc, de ramener les gros points pour Ferrari. Donc si la stratégie de Binotto c'est aucun leader pour l'instant chez Ferrari, ça a l'air de payer. Voilà, pour l'instant, tant que le titre mondial, les victoires ne sont pas en jeu, ça ira. Après on verra. Je pense que Sainz n'a jamais été aussi heureux que hier à 15h04 de s'être craché la veille, parce que je pense qu'il serait qualifié au niveau de Leclerc, il n'aurait sûrement pas passé le premier virage, donc c'était bien réussi. Effectivement, chez Ferrari, on voit que maintenant c'est lui qui a le plus de points, mais ils ont 83 et 80 points, donc ça montre que les deux pilotes fonctionnent très bien, et ça montre encore une fois que le redressement entamé par Ferrari cette année n'est pas dû au hasard, en fait. Ils ont un bon duo de pilotes, la voiture fonctionne mieux, et globalement, l'équipe affiche une solidité qu'elle n'affichait pas l'an dernier. Et Sainz a vraiment complètement, définitivement fait son intégration dans l'équipe, avec maintenant 2 podiums et puis des résultats tout le temps. Donc, c'est très, très positif pour lui. Et effectivement, je pense qu'il doit être un peu rassuré de ce qui a été vu comme un pari, voire une erreur de quitter McLaren, s'avère aujourd'hui payant, parce qu'il est dans l'équipe la plus populaire du monde, probablement. Et puis, il est réussi. Et pour l'instant, il n'est pas numéro 2. C'est ça qui est assez fou. Même si Leclerc n'est pas forcément verni, mais globalement, il fait pas d'erreur, très peu, et en tout cas, il les fait pas au pire moment, et il marque des points, donc là-dessus, on peut dire que bravo. Ouais. Ouais, bravo effectivement à Carlos Sainz qui termine 3e, mais du coup, entre Ocon et Sainz, il y a un pilote qui s'est retrouvé entre les deux, et bon, il devait pas s'y attendre à se retrouver là. Lewis Hamilton qui donc, l'histoire retiendra qu'il termine 2e de ce Grand Prix, que Max Verstappen ne termine que 9e. Et que du coup, maintenant, c'est Lewis Hamilton qui est en tête du championnat du monde de Formule 1 avant la trêve estivale. Franchement, vous m'auriez dit ça avant Silverstone, je vous aurais dit que c'était audacieux, mais c'est finalement bien exactement ce qui s'est passé. Lewis Hamilton, donc, qui termine 2e, qui aurait très bien pu remporter ce Grand Prix sans la défense de Fernando Alonso et sans les 5, 6, 7 tours qu'il a perdu évidemment derrière le pilote espagnol, mais quand même, messieurs, je veux qu'on commence par cette image complètement folle. On n'a jamais vu ça. Alors, je vous ai souvent parlé dans les autres émissions de Jack Miller en Argentine en MotoGP qui s'était retrouvé en tête, en pole position, et derrière tout le monde avait dû se mettre sur la dernière place de la grille. C'était une image complètement folle. Là, on a vu encore mieux, puisque même si Lewis Hamilton sortait de sa voiture et se retournait, il aurait vu littéralement personne, puisqu'il était seul sur cette grille de départ. Mercedes défend encore son choix aujourd'hui. C'est vrai que, alors, ça pouvait paraître surprenant vu que tout le monde est rentré, mais en même temps, Hamilton était dans la pire position, c'est-à-dire que s'il rentrait, tous les autres pouvaient décider de rester en piste et il se retrouvait dernier au départ. Et s'il ne rentre pas, c'était risque que tout le monde s'arrête et que finalement, ce soit compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, Mercedes est dans cette position de toute façon, quand tu es en tête, tu ne peux pas prendre la bonne solution.
est quand même très bien remonté. Lewis Hamilton, super départ aussi, il faut le dire. Il n'a pas craqué sous la pression de la voiture médicale 20 lignes derrière. Il aurait pu caler. Et ouais, ça aurait été terrible. Je ne sais même pas comment on aurait fait. Parce que comme le feu vert s'allume quand le peloton passe, on fait quoi s'il est arrêté sur la grille, Lewis Hamilton? Ça aurait été... Ça aurait été encore quelque chose d'incroyable, cette affaire. Hamilton aussi, qui a beaucoup de réussite, Franck, sur le départ, bien sûr, où c'est le seul des premiers à ne pas se faire remarquer. C'est assez fou. Bon, alors, effectivement, qu'il y ait une voiture sur la grille, même aucune, le directeur de course a dit que le départ aurait été donné, puisque c'est ça qui déclenche après tout le reste, en termes de procédure, y compris l'ouverture de la voie des stands pour que les pilotes qui étaient derrière, les uns derrière les autres puissent démarrer. Donc voilà, qu'on ait 0, 1 ou 2 voitures ou toute la grille, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Lewis Hamilton, il a quand même dit tout le long du tour de formation, c'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec. En gros, il voulait rentrer, mais bon, il doit se plier effectivement à ce que décide son équipe. Et effectivement, Mercedes n'a pas du tout la position facile dans ce cas-là. Si on le fait rentrer et que tous les autres ne le font pas, il se retrouve dernier. Maintenant, s'ils le font rentrer, Mercedes estime qu'il aurait perdu au moins 5 ou 6 places, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un train de voiture du coup qui s'était formé, et si Lewis Hamilton s'arrête, lui il a le premier stand donc dans la pit lane, et il doit attendre effectivement qu'il y ait un premier train il y avait deux petits trains de voitures qui s'étaient formés. Il doit attendre qu'il y ait un premier train de voiture qui passe pour pouvoir lui redémarrer. Donc c'était obligatoirement plusieurs secondes de perdu à attendre, et donc forcément des places perdues derrière dans la file. Donc est-ce qu'il se serait retrouvé dernier? Probablement pas. Est-ce que ça l'aurait mis dans une autre position un peu plus confortable? Certainement. Mais je comprends tout à fait Mercedes, vous avez une voiture en pole position, s'arrêter c'est pas concevable. Même Esteban Ocon, on lui a dit, on lui a demandé son choix. Et à la radio, il a dit qu'il voulait pas rentrer. Il a dit non, je suis deuxième. Et finalement, c'est son ingénieur qui dit rentre. Il obéit. Et ça, c'est intéressant, Franck, parce que l'an dernier, on se rappelle que les As ont été pénalisés parce que les ingénieurs avaient dit à leurs pilotes de rentrer pour changer de pneus dans le tour de chauffe. Et beaucoup se sont posé la question, parce que vu que beaucoup d'ingénieurs l'ont dit pendant ce tour-là, on rappelle que techniquement, c'était pas le tour de chauffe ici. Exactement. Donc, on était sous safety car. C'est un tour de safety car, ouais, tout à fait. Donc c'est un petit peu d'ailleurs ce qui avait coûté un petit peu des choses à Raikkonen aussi à Imola. Voilà, il aurait pu effectivement reprendre sa position. Là, effectivement, il y avait le droit de parler, il y avait le droit de se concerter avec les ingénieurs. Voilà, donc moi je jette pas la pierre du tout à Mercedes ou Lewis Hamilton là-dessus. Je pense que c'est beaucoup trop difficile sur ce genre de cas de figure. Je crois que c'est assez unique. Voilà, d'ailleurs c'est unique puisque voilà toutes les voitures dans les stands quasiment à part une, c'est du jamais vu. C'est arrivé en MotoGP. Alors moi je suis pas du tout expert de la MotoGP, mais Michael a l'air d'avoir une référence claire en tête. Voilà, ça n'arrivera certainement pas de sitôt en Formule 1 de nouveau. Est-ce que ça fera réfléchir la prochaine fois où ça arrive? Certainement. Voilà, si un pilote se retrouve dans cette même situation, qui est en tête, je pense que le risque de s'arrêter cette fois-ci sera pris. On risque d'avoir donc, si la prochaine fois, si ça se reproduit, on risque d'avoir donc une grille de départ avec 0 voiture. Et ce serait assez intéressant à voir. Je sais même pas comment ils filmeraient ça. Parce que tout va se passer dans la pit lane, en même temps, faut filmer les feux. Ce serait complètement dingue cette affaire, mais déjà que l'image de Lewis Hamilton seul sur la grille était assez folle. Vous avez l'impression d'être dans un lobby F1 2021 et tout le monde se déconnecte sauf vous. Voilà, une situation assez étrange. Comme le dit Louis dans le chat, États-Unis 2005 s'est battu. Comme ça, voilà, c'est la grille la plus folle. C'était 14 voitures qui étaient rentrées aussi tout pile, le même nombre. USA 2005, c'est juste qu'il y avait 6 qui étaient restés sur la grille. Mais après, moi, ce qui est effectivement, je pense que Hamilton serait sorti 6ème vu l'écart qu'il y avait avec le deuxième groupe. Mais en fait, Mercedes a aussi dit qu'ils ont eu peur que s'il est rentré et qu'il se faisait un peu embourber dans le peloton, ils doivent sortir au dernier moment entre deux voitures pour ne pas perdre trop de temps et qu'en fait, ils se retrouvent à avoir un pilote qui rentrait ou quoi et qui a un contact dans les stands. Et finalement, c'est pas bête parce qu'on a vu que Mazepin a dû abandonner à cause d'un contact dans les stands. Donc, je pense qu'ils ont joué la prudence. Alors, ça a mis Hamilton dans une situation compliquée, mais bon, nous, on va pas s'en plaindre parce que ça fait une belle course à regarder derrière, vu qu'il a été quand même assez impressionnant. Mais je pense qu'ils ont raison de jouer la prudence. Ils savaient que Verstappen était quasiment au tapis, qu'ils avaient la possibilité de marquer des points et qu'ils avaient surtout une voiture en parfait état, ce que n'avait pas Red Bull. Donc, même en se retrouvant plus loin dans le classement, ils savaient que de toute façon, Hamilton avait les meilleures capacités à faire une remontée. Et c'est ce qu'il a montré. Je digresse un peu sur le sujet suivant, mais
la remontée d'Hamilton elle-même est complètement folle. Du moment où il arrive à dépasser Alonso, en 2 secteurs plus un tour, il met 7 secondes à Ocon. Donc c'est complètement phénoménal le rythme qu'il a su tenir. Et par 2 fois, puisque comme très souvent quand il se retrouve en fond de peloton, il fait un arrêt au milieu et il se retrouve quand même à faire 2 remontées en une. Donc Mais c'était finalement bien vu. C'est ça qui est complètement fou. Enfin, c'était quand même assez dingue parce que regardez l'écart à chaque fois évidemment entre Ocon et Hamilton dès le départ, de toute façon, parce qu'on savait très bien que c'était là que la victoire allait se jouer et que ça allait pas être avec d'autres pilotes impliqués là-dedans. À partir du moment où en plus Latifi bloquait tout le monde, mais c'est que Hamilton quasiment 2 tours après son arrêt au stand, il a déjà quasiment moins de retard sur Ocon qu'il l'avait avant son arrêt, tellement c'était vraiment un rythme complètement fou. Je crois qu'il y a du 4 ou 5 secondes au tour à un moment donné entre les deux pilotes. Alors évidemment, il avait des pneus neufs, des pneus médiums par rapport aux pneus durs qui étaient usés d'Esteban Ocon, mais c'est quand même si on sait que la Mercedes est plus rapide, même si on sait... Il y a quand même une performance qui est assez dingue de voir ce niveau-là, parce que c'est vrai que je regardais... moi, je me dis, au moment où il fait son 2e arrêt, je me dis, c'est audacieux, mais il va se retrouver à 35 secondes quasiment, parce qu'il est déjà à 10 secondes d'Ocon. Et 3 tours après, tu vois qu'il est déjà plus qu'à 20 secondes, tu te dis, bon, bah, de toute façon, voilà, c'était plié. Et encore une fois, on le rappelle, sans Fernando Alonso, à mon avis, Alpine ne remportait pas ce Grand Prix. D'ailleurs, on salue la réalisation, et en tout cas les synthés qui étaient mis par AWS. On avait donc Hamilton va rattraper Alonso en 3 tours, difficulté du dépassement extraordinairement simple. Bah non, visiblement, c'était compliqué pour les Hamilton. Et comme le dit Xoen, au premier relais, il galère à doubler. Ouais. Il était vraiment embourbé, mais tout le premier relais, tout le monde a eu beaucoup de mal. Quand on voyait, c'est encore une fois pas lui faire injure, mais quand on voyait Latifi être 3e pendant quasiment la totalité du premier relais, c'est quand même que c'était compliqué. La piste était froide aussi au premier relais et je pense que ça a joué. Mais ce qui était vraiment impressionnant avec Hamilton, c'est la 4e fois cette année, parce qu'à Imola, il fait pareil, il repart loin et puis il fait une remontée dans le peloton. À Barcelone, à Barcelone, justement, ils prennent l'avantage comme ça sur Verstappen en faisant un arrêt de plus. Et il fait des tours qualifs pour remonter, il reprend 20 secondes à Verstappen. Et à Silverstone, il refait un arrêt de plus et il reprend 20 secondes à Leclerc. Donc, à chaque fois, ça fait 4 fois cette saison où Hamilton fait ces espèces de courses où alors tout le monde dit oui, il a de la chance, il passe entre les gouttes, il arrive toujours à remonter. Mais s'il arrive à remonter, c'est aussi parce que c'est Lewis Hamilton. En fait, c'est pas parce que c'est facile. Donc, la Mercedes est une très bonne voiture, évidemment. On le voit, parce qu'il est capable de taper un rythme énorme, mais c'est aussi parce que lui, il en est capable. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'ampleur du travail qu'il fait dans ce genre de situation et le fait qu'il n'y a que lui qui pourrait le faire, à mon avis. Il a réussi effectivement à remonter de manière extraordinaire, ce que n'a pas pu faire Max Verstappen de son côté. Alors, on le sait parce que sa voiture était beaucoup plus endommagée. Donc, voilà, si pour expliquer... Voilà, parce qu'on a eu effectivement des réflexions. Lewis sait remonter, Max ne sait pas. Non, Max avait une voiture qui était une demi-voiture, on va dire, parce qu'il avait vraiment toute une grosse partie sur le côté droit. Donc voilà, il faut aussi remettre l'église au centre du village lorsqu'il le faut. Donc très très belle course effectivement de Lewis Hamilton qui a vraiment tout donné. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que voilà, il a été moins vocal à la radio que d'habitude. Il s'est pas concentré sur l'erreur au départ. On entend souvent pester, gesticuler quand son équipe fait une erreur de stratégie. Et là, c'était pas du tout le cas. Je pense que c'était vraiment assumé en tant qu'équipe ce choix-là. Et voilà, il s'est concentré. Il a avancé du mieux qu'il pouvait. Il a tout donné. Il a terminé. Il était épuisé. Et d'ailleurs, c'est aussi un des sujets, à mon avis, un petit peu qui n'est pas à prendre à la légère, c'est que il a révélé après la course que cet épuisement était aussi une des conséquences de son Covid de l'année dernière. C'est que voilà, tout athlète et sportif qu'il est, il souffre encore un petit peu d'essoufflement, de problèmes. Alors à son niveau, parce que je pense qu'il a aucun problème pour monter des marches d'escalier, mais au bout de 2 heures de Grand Prix, voilà, ça le pèse, ça lui pèse, et quand il doit se donner à fond, et il a avoué qu'à Silverstone, il avait aussi ressenti un petit peu ce genre de symptômes. Donc à surveiller, c'est-à-dire sur des courses très physiques où il faut vraiment se donner et être en bataille. Ça peut avoir effectivement un effet sur le championnat, peut-être pas, mais au moins sur le moyen terme ou le long terme, parce qu'il est encore signé pour 2 saisons de plus. À voir effectivement si en termes de physique, ça peut pas aussi avoir d'autres conséquences. Alors après, on sait que les malades du Covid, les sportifs se remettent au fur et à mesure, mais bon, ça fait quand même presque 9 ou 10 mois maintenant qu'il l'a eu.
Et il en souffre encore. Voilà, donc Ah, c'est ce qu'il a révélé. Je pense qu'il y a honnêtement de quoi se réjouir de ne pas voir Singapour au calendrier, parce que Ouais, c'est clair. Singapour, il a eu beaucoup de difficultés à mon avis, parce qu'on en parle souvent, et ça c'est quand l'émission rejoint un peu l'actualité normale, mais c'est le Covid long, hein, finalement, c'est totalement... Ouais, c'est ça. ça fait partie de ces choses, voilà, hein, avant l'arrivée des vaccins, il y avait beaucoup plus de risques évidemment de souffrir longuement de ce genre de pathologie. Et c'est vrai que voilà, Lewis Hamilton qui était dans un état quand même difficile, qui a fait un petit malaise après le podium d'ailleurs. Alors rien de trop grave bien sûr. Ils l'ont voilà, il a pu se reposer un petit peu, reprendre un peu de fluide aussi et voilà tranquillement se remettre. Mais effectivement, c'est important. On peut avoir des choses sur un Grand Prix voilà qui se retrouve particulièrement important parce que ici en plus en Hongrie, il a eu de la chance. Il a fait environ 15 degrés de moins que ce qu'on aurait pu imaginer, parce que la Hongrie, c'est un des circuits, un des grands prix les plus chauds habituellement. Et là, heureusement, la pluie a permis aussi aux organismes un petit peu moins de souffrir, donc c'est à surveiller sur des grands prix. Alors effectivement, plutôt en Asie, mais la tournée asiatique étant annulée, ça devrait aider. Le vendredi, en plus, il faisait 70 degrés dans les cockpits, il disait 60-70. Bottas a dit que c'était un sauna, donc effectivement, ils s'en sont pas mal sortis hier. Et il s'y connaît en sauna, on l'a vu. Évidemment, on l'a vu dans les Et j'avais juste deux choses dans le chat que je voulais redire. Il y a Dave Murray qui a dit qu'en Bottas est dans cette situation, il remonte beaucoup moins. Et c'est vrai que la Mercedes avait cette réputation depuis quelques années d'être une voiture infernale dans le trafic, à pas être capable de remonter, etc. Et on voit qu'en fait, c'est juste que Hamilton est capable et Bottas a plus de difficultés. La Mercedes est peut-être pas si mauvaise que ça dans le trafic et si mauvaise que ça pour suivre une autre voiture. Et la deuxième chose, c'était Mylène qui disait Hamilton est talentueux, mais il y a aussi le facteur chance car c'est le seul pilote à l'avant qui n'y a aucun dégât. Alors c'est vrai, mais s'il n'y a aucun dégât, c'est aussi parce qu'il prend un excellent départ là où Bottas patauge complètement et où les autres derrière prennent un départ correct. Lui prend un meilleur départ et je crois que c'est le seul qui est en dessous des 6 secondes pour faire le 0 à 200 dans les zones de tête au moins. Et du coup, il gagne à ce moment-là un petit peu d'avance, ce qui fait que ça change la donne parce que du coup, la voiture de Norris en perdition passe à 30 cm derrière son aileron. Il rate son départ. C'est pas passé loin. Ça passe très très près. Il rate son départ, il met une demi-seconde de plus à faire le 0 à 200. Concrètement, il se fait happer comme les autres. Donc, il y a de la chance, il y a de la réussite en tout cas. C'est plus de la réussite, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il faut, même sans le vouloir au bon moment, mais c'est surtout de la réussite plus que de la chance. Ouais, il construit effectivement les bases pour que les choses se passent le mieux possible. Pour Lewis Hamilton, qui donc désormais va aller donc à la pause estivale avec 8 points d'avance sur Max Verstappen. 12, je crois. Ah non, 8 points, c'était avant la disqualification de Vettel. Attends que je dise pas de... Ouais, c'est 12 points. 12 points, pardonnez-moi. Ah non, pardon, non, c'est 8 points. C'est 8, oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. 12, c'est entre Mercedes et Red Bull. C'est ça, autant pour moi. Oui, effectivement. Donc voilà, 8 points d'écart maintenant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est voilà, le retournement de situation qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais qui s'est aussi mis en place dès le samedi, parce qu'il faut le dire, la première ligne 100% Mercedes était peut-être aussi un petit peu surprenante le samedi, avec Hamilton qui fait la pole devant Valtteri Bottas. Ça a mis forcément un petit coup au moral de Verstappen et de Red Bull, qui n'a certainement aussi peut-être pas été aidé par toutes les palabres d'avant week-end qui nous ont encore bien occupés évidemment jusqu'au jeudi, et heureusement voilà, à partir du vendredi c'est la piste qui a repris ses droits, et on a des belles choses. On a le chat qui le dit, c'est Mylène qui dit mais alors du coup chez Mercedes on n'a pas été dégoûté que Alpine célèbre la victoire pendant qu'Hamilton est au centre médical. Effectivement, bon, techniquement je ne peux qu'être d'accord, hein. Ça aurait été d'autres équipes, peut-être que la situation aurait été différente, mais Lewis Hamilton qui encore une fois réussi à très bien gérer. Ce qui est inquiétant pour Red Bull, je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, c'est qu'on sait que Mercedes arrive quand même généralement à bien se relancer en deuxième moitié de saison. Si là maintenant ils sont que voilà, si maintenant ils sont déjà en tête du championnat, ça paraît compliqué là, pour Red Bull à faire se reprendre là. Bon, alors Red Bull, ils ont quand même un vrai manque de chance quand même sur 2 Grands Prix. C'est, certes, Max Verstappen se fait sortir et perd 25 points directement en Silverstone, mais en plus, conséquence numéro 2, son moteur, finalement, qui pensait être bon pour le service, ne le sera pas. Donc ça veut dire que plus tard dans la saison, il aura certainement de pénalités sur la grille. Donc c'est encore un double effet qui se coule, on va dire, de cet accrochage-là. On parlera effectivement de Bottas aussi qui fait un magnifique strike billard et qui arrive à planter les 2 Red Bull aussi, sans le vouloir effectivement, hein, c'est totalement involontaire, mais il faut le rappeler, il y a rien de volontaire dans ce geste là, mais
bon, il y a vraiment manque de chance du côté de Red Bull d'un côté, donc ce qui permet effectivement de rééquilibrer le championnat, mais aussi, voilà, on avait tous peur qu'à Silverstone, une démonstration Red Bull nous dise ça y est, le championnat sera plié et tout. Ben non, pas du tout. Les évolutions de Mercedes fonctionnent. La voiture a été très très bonne aussi en Hongrie, alors qu'on y voyait plutôt effectivement Red Bull être performant. Moi je dis effectivement ça s'est rééquilibré, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour la deuxième partie de saison, parce que ça veut dire que ça va être encore serré. Je pense que Mercedes a un petit peu endormi Red Bull aussi sur les évolutions, parce que ils sont arrivés avec un nouveau fond plat en Hongrie, alors que donc c'est-à-dire que les évolutions elles continuent à arriver quand même finalement. Donc voilà, je sais que je sais qu'il y a d'autres pièces aussi qui sont prévues après. Je crois que c'est pour Spa ou Zandvoort. C'est ce que James Allison avait annoncé. Ouais, donc le championnat il n'est pas totalement abandonné, et je pense que les petits pics de Red Bull, de Horner et de Marco suite à Silverstone, ça a aussi remotivé, je pense, Toto Wolff à dire à ses équipes de trouver des petits trucs quand même à sortir, histoire de pas se laisser manger non plus tout cru sur la fin de la saison. Il en va un petit peu, je pense, de l'ego des Autrichiens entre Wolff et Marco qui ne se supportent plus. Donc voilà, tant mieux pour nous. Championnat qui s'est rééquilibré juste avant la pause. Une Mercedes qui était performante à Silverstone, qui a confirmé en Hongrie, qui semble plus facile à conduire aussi, qui semble être mieux comprise. Ça va être la clé, effectivement, c'est ce que disait Toto Wolff. On peut aussi trouver des gains sur la compréhension de la voiture, sur les réglages, sur ce genre de choses, la facilité de conduite. Et moi, je vois que du positif pour la suite. Voilà. Après, le côté malchance de Red Bull, ça c'est encore une autre histoire. C'est vrai que ça a été compliqué pour eux sur 2 courses, mais ce qui me paraît inquiétant, c'est qu'il y a cette amorce de relance chez Mercedes qu'on a déjà vu en fait. On l'a déjà vu en 2017, quand je pense notamment à Singapour où Ferrari monopolise la première ligne et finalement c'est Hamilton qui gagne après une mauvaise qualif parce que les Ferrari sont éliminés au départ. Et après il est intouchable. On l'avait vu en 2018 quand il part 14e parce qu'il y a eu un problème sur sa voiture et qu'il gagne en Allemagne parce que Vettel sort alors qu'il est en tête. Et en fait, il y a toujours eu ce moment déclic dans les saisons d'Hamilton où il arrive à revenir. Et en fait, il n'est jamais meilleur que dans ces moments-là où il se rend compte que ça y est, il est revenu dans le match. Et en fait, la seule chose qu'il a envie, c'est d'écraser l'adversaire. Et je pense que c'est ça que va devoir contrer Red Bull maintenant. On a vu en Hongrie déjà qu'ils étaient battus en qualif, ce qu'on n'attendait pas du tout en Hongrie. Donc, Mercedes est revenu à la fois en performance et à la fois sur le plan du mental global de l'équipe et sur le plan de la motivation des pilotes, parce que je trouve que le langage corporel d'Hamilton a vraiment changé entre l'Autriche où il était un peu abattu, on sentait qu'il parlait avec peu de motivation, peu d'entrain, et là on le voyait hier avec le public qui le huait pourtant derrière, et il a le grand sourire en disant voilà, tout se passe bien et c'était une belle course, on peut être content quand même du résultat. Et comme tu dis Franck, il ne va pas chercher des problèmes à la radio en disant vous avez raté la stratégie comme il a pu le faire avant à Monaco notamment. Donc il y a vraiment un changement. Alors là ça fait que je dise pas de bêtises 45 points à 5 au championnat pilote en 2 courses et ça fait 61 à 5 en 2 courses chez les constructeurs. Donc Red Bull va vraiment devoir se remobiliser pour oublier ça et pas s'énerver encore comme ils ont fait entre les 2 courses là où ils ont perdu une énergie folle parce qu'ils voulaient absolument avoir justice sur quelque chose qu'ils estimaient injuste. Et en fait, je pense que la préparation du Grand Prix de Hongrie n'a pas été celle qu'elle aurait dû être. Donc, à eux de préparer la Belgique et les Pays-Bas et l'Italie, qui seront un triple header pour la reprise, de manière à être en forme sur les 3 et pas encore à se perdre dans des jeux d'esprit où on voit que Mercedes, de toute façon, va gagner si on va sur ce plan-là, quoi. Et Red Bull prend aussi 2 millions d'euros dans les dents en termes de développement. Aussi. Avec tous ces crashs-là. Ça va aussi jouer sur la fin de la saison, parce que Red Bull avait annoncé qu'il continuerait à développer coûte que coûte la voiture pour aller chercher le titre. Avec 2 millions d'euros en moins, ça va être aussi plus compliqué. Ça va être assez difficile. Il se met qui lui dit je crois que le championnat est plié à partir de maintenant. Finalement, on va pas vous dire ça, parce qu'on veut que vous veniez regarder les autres émissions et que vous continuiez de lire Next Gen Auto. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours, comme tu dis Manu, on a déjà vu en fait ces saisons-là. C'est le problème, c'est pas dire Red Bull n'est pas au niveau, Red Bull n'est plus là. Non, simplement qu'on les a vus déjà plusieurs fois ces saisons-là, avec un Lewis Hamilton qui est toujours à un moment donné dans la position du chasseur et qui, par talent, par réussite, par malchance de l'autre côté, par tout un ensemble de facteurs, revient toujours au moment où on ne s'y attend pas forcément, parce que c'est pareil, l'Allemagne 2018, c'est un moment où on se dit, ça y est, Vettel va coller 25-2, 25-3, ça va être terrible pour Hamilton, et finalement c'est Hamilton qui colle à 25-0. Donc
toujours ce genre de choses importantes, et on pourra retenir en tout cas et rester sur Silverstone et Hongrie, deux moments vraiment clés dans ce championnat, qu'ils soient remportés à la fin de la saison par Lewis Hamilton ou par Max Verstappen. On vous dit ça me paraît difficile de voir Norris, Bottas ou Perez champion du monde maintenant, je vais pas vous le cacher, surtout que les trois ont marqué 0 sur le dernier Grand Prix. Donc ça me paraît difficile, voilà, mais on ne sait jamais. Et Ocon, il y a une chance ou pas? Alors je pense, ça va être difficile. Encore, hein. Ça va être terrible d'expliquer aux fans lambda français, aux gens qui ne connaissent pas la Formule 1, dire il a gagné, mais il a absolument aucune chance d'être champion du monde, absolument aucune. Mais je crois que c'est sur 20 minutes qu'il disait que de toute façon c'était formidable pour la France parce que ça faisait longtemps, depuis 2008 que l'équipe Alpine n'avait plus de titre. C'est ce qu'il dit. C'est un titre qui avait échappé. Donc je suis là, bon bah ça va. Si Alpine est championne du monde, moi je suis très content. Ça va. Tout va très bien du coup dans le meilleur des mondes. Par contre, la saison pliée, je pense pas du tout parce que après Hamilton a de la réussite, mais rien ne dit qu'il en aura. Il reste 12 courses. Les 12 courses qui se feront en 15 semaines. Donc c'est énorme en fait. Le moindre cercle vicieux peut prendre des ampleurs folles. Et puis encore une fois, il n'est pas à l'abri d'avoir un coup de malchance. Donc faut pas. Là, c'est encore beaucoup trop tôt pour dire que la saison est pliée. Je crois qu'on reprend avec 6 courses en 8 semaines, si je dis pas de bêtises, puisqu'on a 3 courses de suite 2 fois, avec simplement une semaine entre les deux. On a 4 courses, on a 4 fois 3 courses, puisqu'il n'y a que des triple headers à partir de la rentrée jusqu'à la fin de saison. Donc, si le calendrier ne change pas, mais bon, ça va bouger un petit peu. Mais oui, a priori, les 6 courses qui viendront seront safe, et puis derrière, il y aura potentiellement un double header aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Donc, ça va beaucoup s'enchaîner, et ouais, je pense que. Et puis après, c'est pareil, c'est des courses, nos Zandvoort. Verstappen sera sûrement galvanisé, donc c'est des choses qui peuvent aussi jouer, pareil pour la Belgique. Donc il n'y a rien qui est fait, je pense. Je n'ose imaginer les huées à Spa et à Zandvoort pour Lewis. Quand on voit ce qu'il a subi en Hongrie, alors certes il y avait des tribunes oranges de partout et ça venait vraiment de là. Si Lewis réussit à gagner à Zandvoort devant Verstappen, ça risque d'être quelque chose, comme je vous le dis. Ah non, mais là, c'est il repart sous protection. C'est ça. Ah non, là, effectivement. Alors, sur Brise Delicate qui dit plein de talks 100% F1 du travail. Ah, mais il y en a de toute façon, qu'il y ait un Grand Prix ou pas, c'est tous les lundis, les amis. Revenez tous les lundis. Alors, par contre, pas lundi prochain, puisque la semaine prochaine, c'est la semaine de pause. Voilà, on va quand même recharger les batteries. On fait notre trêve estivale d'une semaine et après, on repart. Là, pleine bourse jusqu'à la fin de saison, bien sûr. Mais voilà, vraiment, les amis, restez fidèles à partir de. Du coup, ce sera le lundi 16, le prochain rendez-vous avec Grand Prix, le talk de la F1. Mais évidemment, restez aussi fidèles à Next Gen Auto parce que rassurez-vous, ils ne vont pas faire rideau pendant la trêve estivale. Il y aura largement de quoi travailler, bien sûr. Bon, on va évidemment parler de cet accident, de ces accidents, parce que finalement, il y en a eu 14 à peu près, des crashs dans ce premier tour. C'était ce à quoi ça avait donné l'impression. Alors du coup, Valtteri Bottas et Lance Stroll ont écopé chacun d'une pénalité de 5 places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique. Donc autant dire que moi, pour Lance Stroll, ça me fait de la peine parce qu'on sait que du coup, il va partir très loin, parce que déjà que les qualifications en ce moment, c'est pas son fort. Si pour rajouter 5 places sur la grille, ça va être compliqué. Pour Valtteri Bottas, bon, ça peut encore faire un départ dans le top 10, mais voilà. Pour les deux, j'ai quand même l'impression que ce sont des toutes petites fautes, c'est des légères, un léger manque vraiment d'attention, en tout cas de discernement, qui par contre a fait effet boule de neige et a éliminé 5 voitures quasiment dès le départ, avec Bottas qui vient donc percuter Norris et l'envoyer dans Verstappen, dans Perez, et puis de l'autre côté Stroll qui lui est allé couper dans l'herbe pour découper Charles Leclerc et l'envoyer sur Daniel Ricciardo. Donc du coup, c'était compliqué. Est-ce que pour vous, déjà 5 places sur la grille, c'est une pénalité logique, Franck, pour les deux pilotes? Oui, parce qu'on était quand même sous la pluie. C'était pas évident. Les conditions étaient inconnues de la part des pilotes. C'est-à-dire où freiner. Voilà, c'est la première fois qu'on arrivait sur un freinage en départ avec ces pneus-là, avec ces conditions-là. Donc c'était extrêmement difficile de doser. Comme tu dis, je pense que les erreurs sont assez faibles en fait. Pour Bottas, il ne fait que réagir devant un ralentissement qui peut-être pas forcément celui qu'il avait anticipé. Mais bon, voilà, il suffit de 1 mètre de trop où il ne freine pas pour aller faire la petite pichenette à Norris qui cause tous les drames devant. Voilà. Après, c'est vraiment une faute à pas de chance sur le placement des monoplaces. Voilà, pour que les deux Red Bull se fassent emplâtrer derrière. Il faut qu'il joue au loto derrière. Hein. C'est Toto Wolff, je pense qu'il doit faire une petite grille le soir après ce Grand Prix. Là, c'est pas possible. Ça lui remboursera le crash d'Imola. Mais voilà, non, je veux pas leur jeter la pierre parce que c'est un peu compliqué. Pour Lance Stroll,
je serais un peu plus sévère parce que voilà, il vient comme de très très loin, comme le rappelait Charles Leclerc. Il passe par l'herbe. Voilà, c'est vraiment une décision qui est un petit peu étrange. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire de son côté. Après, il avait sa voiture en perdition aussi, donc je pense pas qu'il aurait pu faire beaucoup plus que ça. Mais voilà, pour Bottas, je pense qu'il réagit un petit peu trop tard par rapport au freinage qui est devant. Et voilà, je rappelle, tous les pilotes découvraient les conditions de piste à ce moment-là, d'un coup sur le départ. Donc voilà, donc effectivement, après, ce sont les critiques qui ont été formulées par certains pilotes, c'est que certains pilotes ont pris trop de risques par rapport aux conditions. D'autres ont été plus prudents et voilà, c'est un bon dosage qu'il faut réussir à trouver. Là, ça fait strike hein, pour le coup sur des grosses monoplaces. Donc les derniers sont retrouvés les premiers quasiment. Voilà. Alors après, est-ce que certains demandent si Bottas risque de perdre sa place du coup à cause de ça. J'ai une stat très intéressante, c'est que c'est le tout premier abandon de sa carrière en F1 de Bottas dans le premier tour. Il n'avait jamais abandonné en 167 départs dans un premier tour. Alors, peut-être abandonné dans un deuxième, dans un troisième, suite à des problèmes au départ, mais dans un premier tour, c'est la première fois qu'il abandonne au départ. Donc voilà. Donc, est-ce que ça va jouer? Non, Toto Wolff a dit que clairement ça ne jouerait pas sur sa décision. Voilà, parce que ce genre d'erreur peut Elle est être déjà comique prise. à tout moment. Oui, je pense qu'elle est déjà prise aussi. Voilà. Demain, on a George Russell dans la Mercedes pour les tests Pirelli en Hongrie et je pense que ça veut déjà un petit peu tout dire. Est-ce que c'est une confirmation? Est-ce que c'est encore un ultime test avant la décision finale? Je ne sais pas, mais bon, voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est déjà fait pour George. Et tant mieux, voilà, je pense qu'un petit peu de renouveau chez Mercedes, ça fera du bien, sans jeter la pierre non plus à Valtteri Bottas, qui j'espère voilà, retrouvera un volant ailleurs après en F1. Voilà pour mon analyse de ce crash. Après, moi, je pense que les pénalités sont correctes aussi. J'ai l'impression que Bottas a quand même voulu compenser immédiatement son erreur du début, enfin son mauvais départ en tout cas. On sent il part et il se fait déborder par les deux Red Bull et par Norris. Il était à deux doigts de se faire déborder par Gasly qui est à sa hauteur aussi et on sent qu'il regarde un peu tout autour, il voit tout ce qu'il a perdu et il a essayé de se mettre dans le sillage de Norris. Et je crois qu'il est bon. Après, ils sont dans une F1 donc il voit pas beaucoup ce qu'il y a à l'avant, plus les projections d'eau. Et je crois qu'il a eu en fait, le temps de réaction qu'il a pour freiner après que Norris a commencé à freiner, c'était trop. Donc, c'est pas l'erreur du siècle. Il en a déjà fait des pires et d'autres pilotes ont déjà fait pire. Comme Leclerc disait hier, il disait moi-même, j'ai déjà fait des erreurs au premier tour, donc c'est pas le souci. Mais c'est vrai que c'est quand même une erreur qui a des grosses conséquences. Et puis qu'on n'attend pas de voir de ce genre de pilote. C'est Norris qui disait que les pilotes de tête ne sont pas habitués à être dans le peloton. Et finalement, ils se font vachement plus dépasser par les événements. Et il dit c'est un peu dommage d'être victime de choses comme ça quand on est au milieu des pilotes de pointe. Mais donc bon, Bottas, ça reste quand même une erreur pour moi de jugement assez nette. Et pareil pour Stroll. Alors je pense que Stroll n'a pas cherché à passer par l'intérieur. Je crois qu'il a vraiment perdu l'avant de la voiture en mettant deux gros coups de frein parce que ça freinait fort devant lui. Le premier, il bloque les roues avant et en fait, il essaye de passer un peu de son côté. Il remet un coup de frein au moment où il commence à braquer légèrement et du coup, ça a envoyé la voiture. Il y a un coup de raquette. Et bon, après, c'est le strike absolu. Donc, c'est quand même une énorme erreur de sa part. Et quoi qu'il arrive, la pénalité est méritée aussi. Ça va compliquer un peu la donne pour Mercedes à Spa-Francorchamps, c'est sûr. Mais dans tous les cas, il ne pouvait pas laisser ça sans pénalité parce que ça reste quand même, ça provoque un chaos énorme. Et Michael Masi, par contre, a bien dit que si la piste avait été sèche sur une erreur comme ça, la pénalité aurait été beaucoup plus lourde. Là, il y a quand même le circonstance atténuante de la pluie. Ah bah là, si ça arrive sur le sec, on n'est pas loin de la course de suspension parce que c'est des fautes très graves. Mais effectivement, bon, c'est comme toujours sous la pluie, c'est des petites choses. Et quand on voit avec Bottas, c'est un léger contact qu'il fait sur Norris, mais ça envoie Norris en luge totale. Il ne peut plus rien faire. Il perd un peu la voiture, effectivement, Stroll, mais qui arrive une espèce de survitesse totale. Enfin, c'est-à-dire qu'il manque quand même de passer au-dessus de Leclerc, hein, tellement il le percute. Donc c'était assez particulier. Ça nous en rappelle effectivement Nico Hülkenberg à Spa, quand il avait emplafonné Fernando Alonso. C'était une vraie grosse faute d'un pilote qu'il a faite sur le sec en plus. Donc c'était totalement différent. Alors, certains commençaient à comparer dans le chat tout à l'heure, d'ailleurs j'ai vu ça à l'incident du départ à Silverstone avec Hamilton en disant c'est à chaque fois des petites erreurs. Est-ce que là on n'a pas sanctionné justement la conséquence plutôt que l'incident en lui-même?
Écoutez, je pense que quand même il n'y a pas grand-chose qui... Enfin, c'est pas totalement les mêmes choses. Hein. Là, on est sur des fautes très bêtes, c'est-à-dire qu'on perd le point de freinage, on bloque des roues, on fait des trucs un peu bêtes parce que les conditions sont difficiles. Hamilton Verstappen, c'est juste deux pilotes qui tentent le tout pour le tout dans le premier tour. C'est pas malin de faire ça dans le premier tour, mais on peut pas non plus les blâmer. Et puis, surtout, c'est des vrais harponnages. Là, il n'y a pas de pilote qui tentent la trajectoire ou quoi. C'est deux pilotes qui freinent beaucoup moins que les autres et qui en harponnent chacun 3 ou 2. Donc, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ouais, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on est dans cette ligne droite de départ, il y a quand même un certain respect qui est attendu de la part de tous les pilotes. Pour voilà, ce genre de négligence, entre guillemets, est sanctionné, c'est normal. Comme tu dis, Michael Masi a dit que si ça avait été sur le sec, ça aurait été 10 places plutôt que 5, a priori. Bon, après, c'est pas lui le commissaire et c'est pas lui qui décide, mais ça aurait certainement été jugé de manière beaucoup moins clémente de la part des commissaires. 5 places, c'est quand même pas mal, mais ça aurait pu être 10. 5 places à Spa, surtout, hein, c'est l'avantage, c'est que Spa-Francorchamps, c'est un des circuits où c'est quand même le plus facile de doubler. Même si, évidemment, attention, on ne sait jamais, c'est l'épingle de la source, ça va faire que les deux vont se retrouver forcément dans le trafic. On peut, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un incident au départ et qui peut être assez compliqué, bien sûr, à gérer. Je veux juste mettre au crédit de Bottas le fait qu'il s'est excusé rapidement auprès des pilotes. Il a reconnu son erreur, donc ça aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on n'entend pas toujours. Très souvent, il a reconnu son erreur, il est allé s'excuser auprès de Norris et de Perez, donc voilà, il a totalement assumé aussi son erreur. Oui, c'est vrai que c'est pas une chose habituelle en Formule 1. Hein. Souvent, on va tout de suite dire c'est de la faute d'un tel ou un tel. Non, il a été très classe, justement, Valtteri Bottas après la course. Et finalement, c'est un incident qui nous a un petit peu, certains le disaient dans les réseaux sociaux, ils nous ont gâché la pluie, en fait, avec ces bêtises, puisque du coup, il a plu pendant l'interruption, et puis la piste a eu le temps de sécher, et on a pu reprendre le Grand Prix, un petit peu comme si de rien n'était. Si finalement, il y a eu le départ. Au moment où Stroll s'était également excusé, on n'a pas eu d'infos sur Boyden Delicate, mais j'imagine quand même que vu la faute, il a bien dû aller voir Charles Leclerc pour au moins s'excuser un petit peu. C'est dommage aussi pour Daniel Ricciardo, du coup, qui se retrouve impliqué lui vraiment en étant pour rien du tout, et il pouvait sortir du premier virage deuxième, hein. Donc lui il pouvait être dans une très très bonne position aussi. Malheureusement il s'est retrouvé impliqué dans l'accident, et du coup Ricciardo il marque même pas de points, même avec la disqualification de Vettel devant lui, il finit 11e finalement. Daniel Ricciardo il termine derrière Kimi Raikkonen, qui pourtant a été pénalisé pour l'unsafe release qu'il a eu avec Nikita Mazepin. Donc un Grand Prix encore difficile pour Daniel Ricciardo, qui vraiment n'a pas l'air d'avoir encore le mode d'emploi de cette McLaren, malheureusement. Il avait une voiture un peu amochée, je crois, quand même, Ricciardo. Ouais. Il me semble. Bien sûr, mais après, effectivement, il y a beaucoup de pilotes qui avaient des voitures un peu en mauvais état. De toute façon, c'est pareil, le langage corporel trahit vraiment le problème à la fin. Il est resté pendant 10 ou 15 secondes. Il a tiré sur le halo pour sortir. En fait, il a posé la tête dessus. Il est resté comme ça pendant 10-15 secondes. Et après, il s'est assis sur la roue de la voiture. Et il est resté la tête baissée pendant une vingtaine de secondes aussi. Donc, je crois qu'il est temps que la pause arrive pour Ricciardo, qu'il puisse souffler un peu, qu'il puisse retourner en Australie, parce que ça fait 1 an qu'il n'est pas allé, il a dit. Et j'espère qu'il va avoir le temps de voir un peu la famille et de déconnecter complètement de la F1 et de repartir sur des basses scènes, parce que là, on sent que le moral est vraiment très bas et ça ne doit pas aider à se remettre. À chaque fois qu'il a une course qui semble aller mieux, c'était le cas à Silverstone avec la 5e place, et derrière, ça repart de travers. Et là, il a dit, j'ai quasiment vu que j'étais 2e au moment du départ, parce qu'il voit, en fait, il est à l'intérieur devant Leclerc, devant Ocon et devant Vettel. Et en fait, il dit, j'ai quasiment vu la 2e place au moment où je me suis fait complètement harponner. Donc, je pense qu'il en a vraiment marre que rien n'aille en sa faveur. Il n'est pas au niveau des chronos et au niveau des performances, mais il a aussi pas forcément la réussite qui va avec, quoi. Oui, il se prend une valise en qualification, hein. 5 ou 6e, je crois, comme Perez d'ailleurs par rapport à Verstappen. Donc voilà, c'est pas réglé. On a l'impression que ça progresse, mais en fait, il y a toujours des grands prix où non, il y a de nouveau ces 5-6 dixièmes qui apparaissent. Donc ça doit être effectivement très frustrant pour lui. Je pense que effectivement la pause sera salutaire pour Ricciardo, pour Perez aussi certainement, pour revenir de manière un peu plus motivée, on va dire, pour la deuxième partie de saison, et en essayant de trouver des clés. Voilà, je pense qu'ils vont analyser un petit peu aussi tout ce qui s'est passé pendant la première partie de saison, avoir des données dans leur ordinateur portable, puisqu'ils ont le droit de travailler, eux, de leur côté, sur leurs données. Et moi, je sais que toute la télémétrie est transmise. Je sais que Lando Norris, par exemple, ne cache strictement rien à Daniel Ricciardo. Il communique beaucoup, tout est transparent, tout est très clair chez McLaren, mais voilà, McLaren a clairement dit que le problème, c'est vraiment l'adaptation de Ricciardo à la McLaren et à son style de pilotage.
Comme Max Verstappen a aussi reconnu que la Red Bull était hyper pointue et que des fois, quand Sergio Pérez tombe sur les bons réglages qui lui vont bien, ça peut aller. Mais quand il les a pas comme en Hongrie, ça fait tout de suite 5 dixièmes, quoi. Mais heureusement, finalement, que le règlement 2022 arrive pour tous ces pilotes, parce que du coup, ça va quand même redistribuer les cartes. C'est ça. Et ce sera un style de pilotage différent. Après, voilà, est-ce que ce sera un bon style de pilotage pour eux? Ce sera à voir. C'est Simon Pagenaud qui nous l'avait expliqué aussi dans une émission du Racing Café. C'était quelque chose où à chaque fois, en fait, lui, où il y a eu un changement réglementaire ces dernières saisons, ça allait toujours à l'encontre de son style de pilotage. Donc, il passait un an à chaque fois à reprendre les bonnes bases, à se reconstituer une base de données de réglage, un truc qui pouvait être adapté. Et la deuxième saison, il était bien plus performant. Et c'est encore une fois ce qu'on voit d'ailleurs sur ces dernières années. Donc, ça va peut-être être le cas aussi pour Ricciardo, pour Perez. Un peu moins pour Sainz, qui lui est quand même l'un des meilleurs parmi les pilotes qui ont changé d'équipe très, très clairement. Sinon, suite évidemment du classement, Fernando Alonso 4ème. Formidable, exceptionnel, une 4ème place qui a un goût de victoire pour Fernando Alonso. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y avait évidemment de la casquette de la mauvaise foi. Gasly, Tsunoda qui font 5 et 6 pour AlphaTauri, c'est très positif aussi pour eux. Bien entendu, alors... Gasly qui fait encore une fois une sacrée course, parce qu'il se retrouve, lui, il part dans le centre-ville de Budapest au départ parce qu'il doit éviter tout le monde. Alors heureusement, il s'en sort sans trop de dégâts. Et derrière, il fait une très très belle remontée, alors que, encore une fois, première moitié de course, comme tout le monde, il remonte pas. Il reste coincé à sa position, il doit être 11e quand il fait son arrêt, et puis il a réussi à cracher dans la deuxième moitié de course pour remonter encore une super course de Pierre Gasly. Il attend que l'air propre un petit peu arrive pour effectivement entamer la remontée un peu après. Et ce qui fait effectivement une course très solide, un peu. Pierre Gasly, pour moi, je le compare un petit peu au Hamilton du peloton sur ce Grand Prix là, où il remonte effectivement très fort. Mention bien aussi pour effectivement, comme tu dis, pour Tsunoda qui fait aussi une belle course qui a été très rapide. Mention moins bien pour ses plaintes à la radio par rapport effectivement au fait qu'il a dû laisser passer Gasly. Je sais pas si c'était extrêmement justifié ou pas parce que le rythme était à peu près assez similaire entre les deux pilotes. Je pense que AlphaTauri voyait que Pierre Gasly pouvait peut-être progresser un petit peu plus, ce qui n'a finalement pas été le cas. Mais bon, 5e et 6e, ça reste hyper solide encore une fois pour AlphaTauri qui fait qui engrange les points, qui confirme effectivement que c'est une équipe sur laquelle il y a peut-être peu de moyens investis parce qu'en fait tout est développé grosso modo par Red Bull et ils achètent, ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine puisque l'année prochaine ils sont obligés de concevoir leur F1 2022 un petit peu de zéro puisqu'il n'y aura pas de pièces à racheter facilement de ce côté-là. Mais ils savent gérer l'équipe. Le petit bémol encore sur Tsunoda, sur son attitude un petit peu délicate à la radio. Ils ont beau le calmer, ça continue à vociférer, parfois pour un rien. Le problème, c'est qu'il se prend une valise derrière, quoi. C'est que oui, au moment où il se plaint, il est à 3 dixièmes de Gasly, mais alors après, il était plus là, quoi. Au moment où il se plaint, il est déjà à 3 secondes en plus. Il est encore dans le dirty air, mais Gasly lui a déjà mis 3 secondes. Et moi, je lui mets une mention très mauvaise, c'est pour les qualifs, parce qu'il y a 1 seconde 1 de Gasly en Q1. Donc oui, après il rate la journée du vendredi, mais c'est de sa faute, c'est lui qui sort de piste. C'est ça. C'est encore difficile pour Tsunoda. Après il est jeune et il a une pointe de vitesse, on le voit, qui est très très bonne. Il a été très très intelligent au départ, il n'a pas pris de risque, il a réussi à faire pareil de P16 à P5 de P16 à P4 même en 2 virages je crois. Donc très très bien, mais à part ça c'est quand même assez compliqué, le bilan est moyen. Par contre Gasly effectivement phénoménal. Moi je trouve que le moment où il décide de l'arrêter et de lui chausser les slicks, il a été monstrueux. Il ne faut pas oublier qu'il finit avec le meilleur tour en course, donc c'est quand même quelque chose. Mine de rien, il permet à Red Bull d'économiser 1 point au championnat en prenant le meilleur tour à Hamilton. Ouais, ils l'ont fait s'arrêter dans les derniers tours. Il a fait 5 tours en soft à la fin. Il y a un petit coup de filet de mout, je pense. Ouais, je pense. Mais globalement, très très bonne remontée. Et puis, en fait, c'est le Gasly qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire que il baisse la tête quand il y a un truc qui va pas. Là, c'est lui qui fait l'erreur au départ parce que même s'il est pris un peu dans le chaos, après il est obligé de contourner tout ça. Mais premièrement, c'est lui qui manque de harponner une voiture devant et une Red Bull d'ailleurs, celle de Perez, et qui décide de passer à l'extérieur. Mais à part ça, il baisse la tête et il remonte comme il avait fait après l'erreur stratégique à Imola. Donc oui, c'est une valeur sûre, c'est le leader de l'équipe. Et de toute façon, il sera encore à cette position-là l'an prochain parce qu'il n'y a pas mieux que lui pour AlphaTauri pour l'instant. Ouais, non, effectivement, c'était très bon pour AlphaTauri et pour surtout ce diable de Pierre Gasly avec ses grands compas. Si on fait la totale Christian Pierre, non, mais il a été encore une fois excellent.
Comme on peut quand même le dire, et là j'ai envie qu'on parle évidemment de Williams, parce que voilà, 10 points pour Williams, aidé évidemment par la disqualification de Sébastien Vettel, mais donc 7ème place pour Nicolas Latifi, 8ème place pour George Russell, qui enfin marque ses premiers points pour l'équipe de Grove. Il était très ému d'ailleurs, George Russell, alors, qui a donc tenté quand même le coup de folie au début. Donc on rappelle comment ça se fait qu'il sort en 2e position de la voie des stands, et même pas qu'il sort premier de la voie des stands, mais derrière Hamilton. C'est normal, c'est simplement qu'il s'est retrouvé donc dernier stand. Il repart, il demande à son ingénieur, est-ce que j'ai le droit de dépasser les gens ? Et avant qu'on lui réponde non, lui il est déjà en piste en train d'aligner les chronos. Et on lui dit, écoute George, t'es bien sympa, mais là on va laisser passer les autres pilotes. La FIA a dit que c'était ok, et tu vas pouvoir reprendre la course. Très sympa d'ailleurs la FIA qui a fait, comme il l'a dit d'ailleurs, George Russell, qui a fait preuve de sens quand même, et c'était malin pour une fois de la part de la FIA, parce qu'ils auraient pu quand même se plaindre en disant, bah, le règlement c'est le règlement, et tu prends 5 secondes, ou 10 secondes. Mais là en tout cas voilà, bravo pour Williams, qui s'est montré, parce que finalement là on peut vraiment faire un comparatif, c'est avec Alfa Romeo qui, dans la même situation, s'est complètement foiré. Dave Murray nous dit dans le chat que voilà, Alfa se prend des pénalités de tous les côtés. Elles sont méritées. À partir du moment où Giovinazzi réussit à aller trop vite dans la voie des stands, avant le départ de la course finalement, parce que ça s'est passé lors de son arrêt dans le tour de chauffe, soit dans le 2e tour de formation sous safety car. Donc déjà là, c'est assez fou. D'ailleurs, mention quand même, petite mention pour Giovinazzi qui met les médiums dans le tour de chauffe alors qu'il pleut, mais qui repart en intermédiaire comme tout le monde après alors qu'il s'est asséché. Là, j'ai eu du mal à comprendre la logique, parce que sur le tour de formation, c'est lui qui prend la décision, puisqu'on vous le disait tout à l'heure, vous n'avez pas le droit de communiquer avec votre ingénieur. Mais finalement, Alfa Romeo marque 1 point grâce à Raikkonen qui s'est pris un unsafe release. C'est 10-1 sur un week-end face à Williams, quoi. Donc là, c'est assez grave. Mais il faut saluer Williams, très clairement, je pense. Bon, il faut imaginer Giovinazzi qui reste en médium et qui du coup va s'aligner à côté de Hamilton sur la grille. Et il part tout seul et prend 30 secondes d'avance. Et là, la course, c'est pas pareil. Très belle course pour Alpha. Ça aurait pu faire une très très belle course pour Alpha. C'était le bon pari. Maintenant, Williams, bravo, parce que là, ça a été solide. Nicolas Latifi aussi, très 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 solide en début de course, voilà, qui a évolué très longtemps à la 3e place, qui n'a pas fait d'erreur, qui avait un rythme qui était le sien, mais qui était quand même plutôt assez solide, puisqu'il s'est pas retrouvé sous la menace directe de ses adversaires derrière, je crois. Ça a permis effectivement à Ocon et à Vettel de prendre de l'avance, qui les a aidés pour la fin de la course. Ça, c'est évident, c'est clair. Voilà, et Nicolas Latifi qui marque aussi ses premiers points et finit devant George Russell. Donc c'est quand même assez fort que pour les premiers points de George Russell, ça soit son équipier qui finisse devant, alors qu'il le lamine en qualification depuis 2 ans. Voilà, bon, c'est les circonstances de course effectivement qui font que Latifi se retrouve devant Russell. Donc voilà, même si je pense que Russell intérieurement, son ego a dû en prendre un petit coup, voilà, qui se classe derrière Latifi, mais voilà, le résultat est tellement génial pour Williams qui prend 10 points, qui je pense du coup, sauf nouvelle course à rebondissement en 2e partie de saison, assure sa 8e place quasiment champion du monde là-dessus. On va prendre aussi une bonne prime pour les championnats constructeurs, donc de l'argent qui sera bien mérité pour cette équipe qui se redresse formidablement bien quand même. Il faut pas oublier que Russell c'est quand même pas terrible en qualification, parce que c'est quand même la première fois qu'il se fait éliminer dès la Q1 cette année. Donc voilà, la Williams en Hongrie, bon, c'était pas trop ça, mais voilà, 7ème en Q3 à Silverstone, 15 jours avant, c'est quand même, avec une Williams, c'est quand même très très fort. Donc voilà, beau redressement de Williams, Jost Capito, Dorilton, voilà, qui a l'air de mettre en coulisses, en sous-marin, on sait pas trop qui sont ces gens, mais ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de se placer, donc ça a l'air d'avancer. Voilà, je me demande vraiment maintenant qui vont-ils pouvoir trouver pour remplacer George Russell. Parce que ça risque vraiment de leur manquer cruellement l'année prochaine si la F1 2022 n'arrive pas au moins beaucoup plus progresser que ne l'a fait la F1 2021. Donc voilà, c'est juste ma petite crainte pour la question pour Williams, c'est plutôt pour l'année prochaine. Pour cette année, je pense qu'ils sont, alors As, je pense pas non plus qu'ils puissent se marquer de points, mais au moins même par rapport à Alfa Romeo, devrait finir devant. Donc bravo à ces 2 pilotes. Xoran se demande quand est-ce que c'était la dernière fois que Williams a mis autant de points sur un week-end. L'Azerbaïdjan en 2007, quand Stroll fait podium. Il marque 15 points. Il marque 15 points, il est à 3ème place. Et Malaisie 2017 aussi, je crois, le tout dernier, où ils ont marqué des points. Ils ont fait 8 et 9, mais ils ont pas. Ils ont fait 7 et 8. Ils ont fait 7 et 8 en Italie, mais. Ah oui. Et du coup. Bakou 2018 aussi, non, il me semble. Bakou 2018, il y a les 2 voitures qui finissent aussi dans les points, il me semble. C'est possible, mais du coup, donc Italie 2017, puisqu'ils font aussi 7 et 8 comme ici, et Bakou 2018, ils font 8ème pour Stroll, mais abandon pour
pour Sirotkin dans le premier tour, Ouais, avec l'accrochage avec Alonso notamment. Donc Manu, hein, quand même, Williams, là, ça fait plaisir de les voir marquer 10 points. Ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir, surtout qu'effectivement, il y avait de la déception samedi soir. Alors, la déception des qualifs, je pense qu'elle est essentiellement due au vent, parce qu'il y a eu des grosses rafales sur le circuit. On sait que la Williams, c'est la pire voiture pour ça. Dès qu'il y a du vent, elle est nulle part. On a vu que notamment, c'est ce qui a coûté la sortie à Sainz. Et je pense que ça les a totalement pris par surprise. Ils étaient vraiment un peu perdus samedi soir. Et puis, effectivement, malgré le chaos un peu de ce qu'a fait Russell dans les stands, et puis le miracle pour Latifi qui se retrouve 3e, derrière, ils ont fait une course hyper solide. Russell, pareil, comme tous les autres, a été pris dans le trafic au premier relais. Il a été perdu derrière Mick Schumacher, notamment. Et finalement, il a dit que le deuxième relais qu'il a fait, c'était probablement le meilleur qu'il ait fait de sa carrière. Et je pense que c'est pas forcément faux, parce qu'il a vraiment remonté le peloton. Il a vraiment, en tout cas, été hyper rapide. Et puis, pour l'équipe, c'est super. On voit son émotion à la fin, je pense, c'est parce qu'il sait qu'il part en fin de saison et je pense qu'il avait vraiment à cœur de marquer des points au moins une fois avec Williams avant de partir. Il avait aussi à cœur que l'équipe remette un peu reparte dans une bonne dynamique. Et là, il est en train de voir que le travail horrible qu'il fait depuis 2 ans, parce que c'est vraiment un travail très difficile, fonctionne, et que l'équipe est sur de bons rails, et que entre le moment où il arrive, on se rappelle qu'il arrive en 2019 chez eux, et que la première chose qui se passe avec Williams, c'est qu'ils ont 4 jours et demi de retard sur les essais hivernaux. Ils ratent la première semaine, ils arrivent le deuxième jour de la deuxième semaine. Donc c'était loin d'être gagné à ce moment-là que Williams ne serait-ce que survive. Et la traversée du désert s'arrête un peu en Hongrie cette année, avec ces 10 points qui viennent mettre un grand coup de frais dans l'équipe, je pense. Donc là-dessus, c'était mérité, parce qu'ils travaillaient vraiment d'arrache-pied. Et ça fait plaisir de voir que enfin, ils ont peut-être trouvé la solution au niveau du management pour avoir une équipe qui fonctionne comme il faut et qui se tire vers le haut. Donc je pense que avoir comme tu dis, avoir le règlement 2022, mais on dirait que le plus dur est passé pour Williams, en tout cas. On peut que le souhaiter. Alors attention, parce que du coup, Williams, s'il finit 8e du constructeur, ça va faire moins de développement. Ouais. C'est maintenant le revers de la médaille. Quand vous finissez devant, vous avez les primes, mais vous avez moins de développement et moins de possibilités, justement. Mais c'est aussi voulu, et c'est pour que le peloton soit beaucoup plus serré. On peut saluer aussi, messieurs, la superbe attitude de George Russell dans la voiture, qui a dit dans le début de course, écoutez, si vous devez compromettre ma course, si vous devez quasiment me lancer dans des stratégies totalement fantaisistes juste pour aider Nicolas Latifi, faites-le. Mettez tout sur Latifi. Ça montre quand même que le gaillard a tout compris maintenant. C'est un vrai leader, de toute façon, chez Williams. C'est aussi ça qui fait que je pense que son expérience fera plaisir à Mercedes et attire Mercedes. C'est qu'il a une expérience de leader, même si c'est dans la pire équipe. Ça fait 3 ans qu'il sait comment on gère une équipe et comment on doit se sacrifier pour l'équipe. Et ça, c'est aussi ce que cherche Mercedes aux côtés d'Hamilton, un pilote qui soit capable de dire: là, c'est pas mon jour, par contre, je fais tout ce qu'il faut pour mon équipier. Ouais, c'est la formation des jeunes pilotes Mercedes, ça, de toute façon. C'est toujours agir pour l'équipe en premier. Donc, effectivement, on voit que George Russell a été encore une fois parfait, je pense, dans son attitude, dans son approche, a fait au mieux. Voilà, moi, juste la petite déception pour lui qu'il n'ait pas fini devant son équipier, mais voilà, ça reste 10 très, très beaux points. Et je mettrai une petite pièce sur les Williams à Monza. Parce qu'elles sont hyper fines, elles sont très très bien taillées, elles ont le moteur Mercedes. Si c'est pas venteux en qualif et en course, ça peut faire des choses assez sympathiques, je pense. On le souhaiterait un petit peu à la Force India à l'époque, à Spa et Monza en 2009, quand Giancarlo Fisichella avait réussi à aller choper la pole position à la 2e place à Spa notamment. Ce serait chouette pour Williams. C'est vrai que c'est une équipe. Alors, l'avis global, j'ai quand même trouvé que, par exemple, 2019, tout le monde était en train de dire c'est assez négatif vis-à-vis de Williams, malgré le fait que c'était une grande équipe et qu'il y a beaucoup d'histoires, mais on était négatif en disant quasiment, écoutez, vous gâchez presque 2 places sur la grille. Et depuis le rachat par Dorilton, où ils mettent les bonnes choses, ils gardent le nom de Williams, ils mettent en avant l'histoire de l'équipe, et ils font les bons recrutements, on sent quand même que tout le monde a retrouvé une espèce de sympathie pour cette équipe, et on a envie de voir Williams bien fonctionner. Je pense que c'est une équipe historique, ouais, donc c'est pas au niveau de Ferrari, c'est pas au niveau de McLaren, mais ça reste un très très grand nom. Donc quelque part, tous les passionnés de F1 qui suivent la Formule 1
veulent que Williams, une équipe qui a quand même porté Alain Prost champion du monde en 93, c'est surtout là que les Français se sont vraiment intéressés à cette équipe, je pense. Avant, il y a quand même eu Mansell, il y a eu d'autres choses effectivement très intéressantes aussi dans cette histoire, mais voilà, Williams, c'est quand même une très très grande histoire. Et les voir aussi loin dans le peloton à plusieurs reprises, d'ailleurs depuis les années 2000, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent des fois au fond du trou. Voilà, qu'ils puissent effectivement revenir de manière, je pense, une gestion plus saine, qui n'est plus gérée par la famille. Voilà, une entreprise qui va être gérée, je pense, autrement. Voilà, je pense que le modèle familial, il a vécu. Ça s'est ressenti ces 5-10 dernières années chez Williams. Voilà, il fallait reprendre effectivement les choses en main pour que cette histoire de Williams puisse continuer. Je pense que c'était le plus important, que ça continue. Et maintenant, il faut remonter la pente encore une fois, parce qu'il l'avait remonté en 2014, puisque avec l'air hybride, le début du moteur Mercedes qui atomisait tout le monde, ça avait permis à Williams effectivement de souffler. Ensuite, c'était redescendu. Maintenant, il faut que ce redressement se confirme. Pour 2014, il faut quand même les saluer parce qu'ils ont réussi à quand même faire une voiture qui tenait la route, parce que quand on voit les difficultés qu'avait eu McLaren cette année-là, où ils ont eux commencé par un double podium, alors derrière c'était terrible. Force India aussi qui avait des difficultés. C'est vrai que, en fait, je pense que Williams, c'est ce qui faisait ce qui a agacé un peu le public, c'était de voir que finalement le cycle se répétait. De 2006 à 2013, il y avait eu très peu de bonnes saisons c'était la fin de l'ère. Maldonado 2012. Ouais, Maldonado 2012 qui fait des très belles courses. C'est vrai. Donc ça, c'est sûr qu'il a fait il a fait des belles courses, mais voilà, 2013, c'était une saison catastrophique. C'était la fin de l'ère Franck et puis le début de l'ère Claire, mais derrière, ils ont eu le reboost justement de 2014-2015. 2016-2017, ça allait, puis l'équipe s'effondre de nouveau, et en fait, c'était un peu reparti dans la même dynamique qu'avec Franck. Et je crois que tout le monde s'est dit, maintenant, il faut trouver une solution. Personne n'avait envie de voir Williams disparaître, mais tout le monde avait envie de voir l'équipe revenir à ces standards des années 80-90, au moins 2000 déjà pour commencer. Et je pense que là, finalement, Dorilton, personne ne leur faisait confiance au début parce que c'est un consortium pas très. Voilà, on sait qui c'est qui a la tête, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et puis finalement, ils gardent le nom Williams. Ils ont investi dans des gens, ils ont investi dans du vrai grand nom de sport auto. Jos Capito, c'est quand même la personne qui a fait triompher Volkswagen en rallye, et Sébastien Ogier, et qui a ramené d'ailleurs son directeur technique de l'époque, François-Xavier Demaison, qui avait fait l'Apollo WRC. Donc c'est des gens qui sont hyper compétents, qui savent comment manager une équipe quand on leur donne les clés, parce que Capito avait une expérience un peu mauvaise chez McLaren, mais il était là un peu nulle part avec un management qui le tenait un peu trop, qui lui lâchait pas assez la bride. Et là, on voit que ça se met en place. Il a pris d'abord Simon Roberts pour l'accompagner, qui était l'intérim après Claire Williams. Puis Simon Roberts a été écarté parce que Capito a décidé de prendre le rôle de team principal et vraiment accompagner l'équipe sur les circuits. Et aujourd'hui, ça paye en fait parce que l'équipe a vraiment une dynamique différente. Et je pense qu'ils ont un peu à la manière de McLaren en fait sous l'ère Zak Brown, on clôt un chapitre qui était vraiment très difficile, avec un grand coup de balai sur tout ce qui était établi dans l'équipe. Et des fois, quand une équipe comme ça fonctionne à ce point-là mal, c'est ce qui fait du bien. Ouais. C'est ça. Chez McLaren, c'était tout l'héritage de Ron Dennis, dont il a fallu se débarrasser au bout d'un moment, clairement. Et chez Williams, c'était la gestion familiale, clairement. Parce que pour moi, le grand mystère restera toujours l'échec de Padillo. J'aimerais bien un petit peu savoir ce qui s'est passé, quand même, parce que Padillo, vainqueur chez Mercedes, une personne hyper respectée, qui arrive à se casser les dents de manière assez rapide, finalement, chez Williams. Il n'a même pas débuté la saison, parce qu'il a été remercié avant, ensuite, effectivement, à ce retard de la monoplace dont tu parlais. Et on n'a jamais su pourquoi. Et on peut très bien imaginer que c'est une histoire de gestion du côté de la famille Williams, derrière, qui a fait qu'il avait les pieds, les poings liés, et qu'il ne pouvait rien faire, finalement. Je pense qu'ils l'ont pas mis au bon poste aussi. Ils l'ont mis en directeur technique, et finalement, il était un peu plus dans l'opérationnel chez Mercedes, même si c'est sur le plan technique aussi. Et je crois que il n'était pas à sa place. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a eu une vraie guerre d'ego aussi avec Claire Williams, parce que lui n'était pas d'accord avec ce qui se faisait. Et ça s'est mal passé. Il arrive en 2017, puisqu'il fait partie de l'échange Rosberg-Bottas. Enfin, Rosberg, non, du coup, l'échange Bottas pour remplacer Rosberg. Et c'est vrai que je pense qu'il n'a jamais été à sa place, mais ils ont raté à ce moment-là vraiment la possibilité de repartir du bon pied. Et c'est vrai que ça reste. Je serais curieux de savoir les coulisses de ça, parce qu'effectivement, il y a dû y avoir des gros moments de tension et de mauvaise gestion d'équipe beaucoup.
Bah, on a beau les critiquer sur le storytelling, quand on voit comment ça a été expliqué dans Drive to Survive de Netflix, Oui. on sent que ça s'est mal passé, hein, très clairement. Ouais. Voilà, on a essayé de peindre un peu d'un côté la famille qui voilà, disait que Padillo était là un peu parti en prenant tout le monde de court, et Padillo qui sait comprendre que bon, il est parti parce qu'à un moment donné, pas pouvoir faire ce qu'on veut, ça va 5 minutes. Et après, faut pas oublier que Laurent Stroll voulait racheter Williams avant de vouloir racheter Force India, et que c'est lui, de son propre chef, qui a dit non, je rachèterai pas Williams. Je me vois pas m'intégrer dans cette structure-là de management vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de la manière dont c'est géré. Donc, je pense qu'il y avait des gros problèmes et des grosses lacunes de gestion. Mais ça, après, on les connaît. Hein. Les problèmes de gestion de Williams, ils sont vieux comme le monde. Quand c'était Frank Williams, Patrick Head, c'était encore un système assez dingue. Et demander un petit peu à Adrian Newey ce qu'il en pense dans son autobiographie, c'est croustillant. C'est-à-dire que c'était assez sympa ce qui s'est Il passé me semble fin que 90. pour ceux qui ont Netflix, c'est-à-dire 90% des gens, je crois qu'il y a un très bon documentaire sur Williams Ouais. sur Netflix Ouais, qui raconte qui justement s'appelle les- Williams. Voilà, qui rappelle justement les débuts du club. Je le conseille à tout le monde parce que ça met vraiment en lumière cette gestion un petit peu très particulière de Frank Williams de son équipe. Mais qui a fonctionné. Alors, Hein. Multiple titres de oui. champion du monde. On peut évidemment pas lui enlever. Hein, ça, Frank Mais il a Williams. quand même failli mettre son équipe en faillite plusieurs fois au départ. Hein. Oui, ça bien évidemment, mais l'avantage c'est que maintenant, 40 ans après, on peut dire mais ça valait le coup, bravo Franck. Alors que Enfin, sinon, même après les licenciements de champion du monde, Damon Hill qui apprend peu après avoir remporté le titre qu'il ne sera pas dans l'équipe et qui se retrouve chez Arrows, enfin des choses comme ça, c'était une gestion très particulière. ah bah c'est là que ça faisait partie avec Adrian Newey, hein, c'était très clairement le genre de choses où il d'ailleurs, disait, c'est vrai. écoutez, lui il voulait être, en gros ils étaient partis, ils avaient mis un accord pour que Newey ait un rôle quand même important dans l'équipe parce que c'est lui qui concevait les voitures qui étaient quand même imbattables à l'époque. Et ils se sont mis d'accord avec Patrick Head et Frank Williams pour que les décisions soient prises à 3. Parce que je crois que c'était dû alors je crois que c'était quand Mansell est parti, ou peut-être au retrait de Prost Oui. après, enfin c'était dans ces eaux-là. Et ce jour-là, Newey a dit bon bah écoutez, maintenant vous êtes gentils, vous prenez plus de décisions sur les pilotes sans me consulter. Ils ont dit d'accord, et donc ils ont licencié Damon Hill pendant que Adrian Newey était parti en vacances. Donc forcément, voilà, c'était compliqué pour Newey de vouloir s'impliquer dans le projet et de rester. C'est pour ça qu'il est parti chez McLaren. Mais bon, effectivement, le management à la Williams, c'est du passé, mais ça a aussi ses bons côtés évidemment, avec de nombreux titres de champion du monde de pilote. Mylène dit dans le chat que le documentaire s'est plutôt passé sur Prime Video depuis. Ah, c'est possible. Sur Netflix. Donc voilà. C'est possible, On parce que précise. les droits, c'est une espèce de foutoir, hein, souvent dans ce genre de choses. Je regarde sur Prime Video, je ne vois rien, donc c'est peut-être encore passé ailleurs. Hein. Abonnez-vous à Salto, peut-être que c'est là-dessus, je sais pas trop qu'est-ce que ça y ferait, mais voilà, hein. Faites vos recherches, bien sûr. Sur Disney Plus peut-être. Pour retrouver Williams, ou je sais pas, abonnez-vous à F1 TV, ça se trouve c'est dedans, on sait rien, mais voilà, faites vos recherches, les amis, pour retrouver ce très bon documentaire. Vous avez Alonso sur Prime Video, si vous voulez. Voilà, on rappelle l'excellent documentaire sur Fernando Alonso, dont je n'ai pas regardé une seule seconde, mais il est excellent, car C'est pas mal, évidemment, ça parle de c'est pas Fernando mal. Alonso. Moi, ma vie, mon œuvre. C'est ça, c'était très égocentré, mais c'était pas mal. Il y a quand même quand même des bonnes choses qui sont racontées et qui ne font pas l'impasse sur les mauvais moments, genre la non-qualification à l'Indy 500 et ce genre de choses. Donc, il y a quand même des belles choses à regarder sur la F1. Quand le sujet est formidable, évidemment que le documentaire l'est aussi. C'était comme Grand Prix Driver sur Prime Video sur la saison 2017 de McLaren, avec le problème avec Honda aussi, qui était très très bon. Exact. Ah, c'est une merveille. Hein. Celui-là, franchement, rien que pour le moment où il démarre le moteur, enfin, il essaye de démarrer le moteur, rien que là, c'est l'abonnement est rentabilisé. Hein, vraiment, Ouais, c'est ça. un très très grand moment. Bien. Ah non, mais c'était fou. Rien que déjà, en plus, tout le bashing qu'ils font à Ferrari, quand en gros, on a, je crois que c'est Zach Brown qui découvre la Ferrari avec Stoffel Van Dorn, et puis ils regardent sur le téléphone, ils disent oui, bon, bah, elle est rouge, quoi. Ils disent comme ça, mais ils auraient peut-être mieux fait de se concentrer sur leur voiture cette année-là, parce que 2017, c'était évidemment compliqué. Bien sûr, voilà les amis, hein, pour ce joli Grand Prix de Hongrie. Je pense que voilà, on a eu de quoi bien parler, bien sûr, pendant une bonne heure et demie. On rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, il faut le saluer, il faut le fêter le plus longuement possible pendant au moins toute la trêve estivale, la victoire d'Esteban Ocon.
Qui va rester un bon mois maintenant, quasiment le dernier vainqueur en Formule 1. Donc ça, c'est toujours très plaisant, bien sûr, puisqu'on rappelle que la Formule 1 va reprendre ses droits le 29 août prochain. Ce sera donc le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Nous, on se retrouve donc non pas lundi prochain, mais dans 2 semaines, le 16 août, pour un nouvel épisode de Grand Prix. On pourra, là, le faire de manière un petit peu plus light, un peu plus cool, peut-être répondre aussi plus à vos questions et faire un truc, un peu plus sympathique. Le 23, on se projettera évidemment sur le Grand Prix de Belgique. Et le 30, ce sera le retour, bien sûr, sur ce Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. On se retrouve également sur le stream jeudi à 20h30 pour le Racing Café. On remettra une petite couche sur la victoire d'Esteban Ocon, bien sûr, mais on vous parlera aussi des 24 heures de Spa, avec notamment Laurent Mercier et Anthony Coppi qui seront des nôtres pour parler justement de cette belle épreuve aussi qui a eu lieu ce week-end. Restez évidemment fidèles à Next Gen Auto pendant toute cette trêve estivale et encore bien longtemps et pendant des années. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Franck pour m'avoir accompagné Merci sur cette émission. Merci beaucoup le chat, comme d'habitude vous avez été formidable. On se retrouve du coup jeudi pour le Racing Café ou sinon dans 2 semaines pour Grand Prix. À la prochaine, ciao ciao. Ciao. Ciao.